cœur des enjeux industriels français, cette audition met face à face députés et acteurs majeurs de l'automobile sur l'avenir du secteur. Pour soutenir Hémicycle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Bien, mes chers collègues, nous allons démarrer notre séance de commission du jour. Monsieur le Président, Directeur Général, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, mes chers collègues, la Commission des Affaires économiques a le plaisir de recevoir ce matin, dans le cadre d'une table ronde, des représentants de 3 constructeurs automobiles disposant d'installations en France, afin d'évoquer leur situation et les perspectives économiques de cette activité industrielle essentielle pour notre pays. Nous accueillons donc ce matin Monsieur Florian Aragon, président directeur général du groupe Toyota France, bienvenue à vous. Madame Marie-Agnès Kikano, directrice des affaires publiques France du groupe Stellantis, bienvenue à vous également, madame. Et Monsieur Nicolas Cheng, responsable des relations institutionnelles et des projets stratégiques France de Renault Group, et je vous souhaite également la bienvenue. Merci à vous 3 donc pour votre participation aux travaux de notre commission dans laquelle vous êtes les bienvenus. Je précise avoir choisi d'associer à cet échange aux côtés de 2 grands constructeurs largement français, le groupe Toyota en raison de sa manufacture à Valenciennes, ce site industriel produisant le plus grand nombre de véhicules en France. Je rappelle brièvement le contexte général de cette table ronde. Après avoir été divisée par 2 entre 2007 et 2024, la production automobile française a rebondi de près de 8% en 2025 avec près d'1,5 million de véhicules produits. Mais elle n'a pas pour autant retrouvé son niveau d'avant 2020. Le marché automobile français a également rebondi au mois de mars avec une hausse de près de 13% des immatriculations de véhicules légers neufs par rapport à février. Malgré cette récente reprise, les immatriculations annuelles de voitures particulières neuves ont diminué de 26% entre 2019 et 2025. Et c'est une tendance ancienne qui, ici, nous préoccupe. Dans le même temps, l'électrification des ventes de véhicules neufs se renforce puisqu'au cours de la période, parmi ces immatriculations, celles de voitures électriques ont été multipliées par 7,5. Elles ont ainsi atteint en 2025 20% des ventes de véhicules neufs et elles ont même dépassé les 28% des ventes en mars 2026. Je rappelle par ailleurs que le projet de stratégie nationale bas carbone de 3e génération prévoit des cibles de 2 millions de véhicules particuliers électriques neufs produits en France en 2030 et de 66% des immatriculations neuves en voitures électriques. En outre, la Commission européenne a présenté le 16 décembre 2025 un paquet législatif sur l'automobile qui prévoit notamment un effort de simplification administrative pour les entreprises et les administrations, la promotion de petites voitures électriques ainsi qu'un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Vous pourrez certainement nous donner votre avis à ce sujet. Avant de vous céder la parole pour 5-6 minutes chacun, permettez-moi de vous poser quelques premières questions pour introduire nos débats. La première, une étude de juin 2025 commandée par la plateforme automobile faisait le constat d'un secteur automobile français en crise. Depuis 2007, l'emploi chez les constructeurs aurait baissé de 40%. Et le secteur automobile pourrait encore perdre, selon ses auteurs, 75 000 emplois industriels d'ici 2035. 11 mois plus tard, les chiffres de la production nationale et des immatriculations françaises repartent nettement à la hausse. Partagez-vous encore ces craintes? Et si oui, pour quelles raisons? Quelle perspective avez-vous aujourd'hui sur l'emploi industriel automobile en France? La France a aussi pour ambition, dans son projet de stratégie nationale bas carbone, d'atteindre la cible de 2 millions d'immatriculations neuves électrifiées d'ici 2030 sur le segment de la voiture particulière. Estimez-vous que cette cible peut être atteinte alors que le taux d'achat professionnel sur le segment de la voiture particulière neuve était déjà de 53% en 2025? Pensez-vous que des mesures plus contraignantes sur l'électrification des flottes d'entreprises pourraient réussir à accélérer le verdissement du parc automobile français? Pouvez-vous également nous expliquer vos stratégies industrielles respectives face aux échéances européennes et françaises de décarbonation en 2030 et 2035, certains d'entre vous choisissant de réinvestir les motorisations thermiques plutôt que d'accélérer l'électrification de leur modèle?
En décembre dernier, la Commission européenne a présenté un paquet automobile composé de plusieurs propositions législatives. Que pensez-vous de ces propositions ? Le projet de loi d'accélération industrielle présenté par la Commission européenne le 4 mars 2026 envisage de promouvoir une préférence européenne dans le secteur de la batterie et de l'automobile électrique. Cette approche vous semble-t-elle pertinente et le dispositif envisagé vous semble-t-il adapté ? Enfin, les ventes de la marque BYD ont progressé de plus de 145% en France en 2025. Des marques comme Chery, Anki ou BAIC s'apprêtent aussi à entrer sur le marché. De quels atouts disposent les constructeurs européens et ceux qui disposent de sites de production en France pour rester compétitifs face à des véhicules électriques chinois qui sont souvent vendus à des prix inférieurs de 20 à 30%. Mesdames, Messieurs, je vous cède la parole les uns après les autres puis nous entendrons ensuite les orateurs des groupes pour 3 minutes pour chacun d'entre eux, puis nous prendrons ensuite les questions individuelles. Je vous laisse la parole, Monsieur Thiong. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup pour cette invitation à un moment où effectivement l'industrie automobile est à un tournant décisif de son histoire, et que je vais essayer de vous présenter. Le programme que vous avez dressé en introduction est vaste. Nous devons faire face en même temps à un certain nombre de ruptures majeures qui constituent du coup tout cumulé une révolution assez inédite dans l'histoire de notre secteur d'activité. Si je dois résumer ces défis, 1, nous avons évidemment des incertitudes technologiques. 2, nous avons une réglementation, notamment européenne, qui est importante et qui a beaucoup renchéri le prix des voitures. 3, nous avons un défi extrêmement important autour de la digitalisation et du logiciel, qui implique des changements majeurs dans la conception des véhicules et des investissements qui vont avec. Je pourrais revenir sur le sujet si vous le souhaitez. 4, la volatilité des coûts, et donc du prix des matières premières, des composants, des batteries. 5, une concurrence accrue, vous en avez parlé Monsieur le Président, avec la Chine qui est le nouvel épicentre mondial de l'automobile, autant je dois dire pour la production que pour les technologies. Et c'est un écosystème dont nous devons apprendre, mais aussi être lucide sur le fait qu'effectivement les constructeurs chinois sont passés de 2,4% de part de marché en janvier 24 en Union européenne à 7,1%, de 2,4 à 7,1 en décembre 25, donc en 2 ans. Enfin, 6e grand défi de contexte, mais extrêmement important pour nous, des tensions géopolitiques qui ne font qu'augmenter, avec les droits de douane, l'export de contrôle, la multiplication des conflits qu'on constate malheureusement encore aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Europe a une spécificité qui est assez préoccupante. C'est la seule grande zone continentale à ne pas avoir retrouvé son niveau de marché d'avant la crise du Covid. En effet, il manque chaque année environ 3 millions de véhicules neufs en Europe par rapport à 2019, soit l'équivalent d'une dizaine d'usines de production. En conséquence, le parc automobile roulant vieillit. Il est désormais supérieur à 11 ans en France, là où il était inférieur à 9 ans il y a quelques années, ce qui maintient évidemment en circulation de vieux véhicules qui consomment beaucoup, ce qui n'aide pas les Français à réduire leur dépendance aux fossiles. Cette perte de volume fait en outre souffrir la filière automobile française et européenne dans son ensemble, qui doit en parallèle gérer des surcoûts et investir massivement pour la transition écologique. Nous identifions une raison, le niveau de prix des véhicules neufs est devenu trop élevé. Or, évidemment, la transition écologique ne pourra être un succès qu'en conciliant à la fois l'ambition industrielle et l'accessibilité pour tous des véhicules électrifiés. Alors, Renault a humblement travaillé en ce sens ces dernières années. Nous avons essayé d'être à la pointe de l'électrification et de tourner notre outil industriel tricolore vers le véhicule électrique. Toutes nos usines ont désormais des perspectives claires en ce sens. Alors, je vous épargnerai le détail usine par usine, mais je prendrai qu'un seul exemple autour de notre Renault 5 électrique, qui est le véhicule le plus vendu de France et le véhicule électrique le plus vendu de France et le deuxième en Europe. Sa production mobilise de nombreux territoires français. Elle est assemblée à Douai, qui a connu en 2025 son record de production depuis 10 ans, grâce à la R5. Son moteur est assemblé dans notre usine de Cléon, près de Rouen. Son châssis provient de notre usine du Mans, ses batteries de notre partenaire AESC, et nous avons recours à de très nombreux composants achetés en France et en Europe. Elle a été développée, bien sûr, au technocentre de Renault à Guyancourt. Elle bénéficie ainsi du label Origine France Garantie. Renault a voulu prendre ses responsabilités pour produire en France un petit véhicule, mass market, et aussi pour rendre toujours plus accessible les véhicules électriques. Nous aurons bientôt la nouvelle Twingo, produite en Europe, qui sera commercialisée en France à 13 000 ou 15 000 euros selon l'aide dont vous pouvez bénéficier.
Par ailleurs, nous produisons également en France la Renault 4, Scénic, Mégane, Alpine A290, A390 et des véhicules pour nos partenaires, notamment Nissan et Mitsubishi. Nous avons également investi dans nos usines de Maubeuge, Batilly, près de Metz, Sandouville, dans le port du Havre, pour produire de nouveaux véhicules utilitaires, segment qui malheureusement se porte difficilement et qui doit aussi bénéficier d'une attention particulière. Le plan stratégique Futur Ready présenté par notre directeur général François Provost vise à amplifier cette dynamique de croissance, développer nos compétences, prioriser nos investissements et nous préparer aux incertitudes internationales. Dans ce contexte très perturbé et difficile, encore renforcé par la crise au Moyen-Orient, nous poursuivons la transformation indispensable de Renault vers un modèle plus agile et plus efficace. Nous avons la conviction que nous devons travailler en bonne intelligence avec les pouvoirs publics au niveau local, national et européen. L'électrification sur la durée demande une réelle lisibilité des politiques publiques pour rassurer les usagers. Dans un monde qui évolue très vite, avec une concurrence internationale très offensive, il est nécessaire que la réglementation soit souple et agile. Face à cela, l'Europe doit se doter d'une stratégie industrielle plus structurée, notamment pour construire la chaîne de valeur du véhicule électrique qui conditionne aussi les niveaux de production que nous pouvons espérer. Nous soutenons notamment le principe de mécanisme de contenu local, c'est-à-dire la préférence européenne, et souhaitons une réglementation qui soit applicable, efficace et équilibrée. Nous sommes très favorables à toutes les mesures en Europe et en France qui soutiendront et donneront des avantages aux petits véhicules électriques abordables. Il convient également de poursuivre le verdissement des flottes, le déploiement des infrastructures de recharge et d'améliorer leur facilité d'utilisation. Pour mener à bien la transition écologique et la réussite de nos projets industriels, nous souhaitons enfin le maintien d'un cadre fiscal qui soutienne les véhicules électriques les plus vertueux, ceux qui bénéficient de l'éco-score, ceux qui sont produits en Europe. Il a montré une certaine efficacité puisque d'après le haut-commissaire au plan, un véhicule électrique sur 3 vendu en France est assemblé en France. Donc pour terminer, Monsieur le Président, Renault salue le plan d'électrification annoncé par le Premier ministre avec le renouvellement du leasing social, une aide complémentaire pour les gros rouleurs de certaines professions, enfin une aide à l'électrification des utilitaires pour les artisans et PME. Ça nous semble pragmatique et de nature à concilier l'urgence de la décarbonation, les enjeux de l'industrie et enfin ceux de nos usagers. Merci Monsieur Cheng pour ces propos liminaires et je cède la parole à Madame Marie-Agnès Quirno, directrice des affaires publiques France du groupe Stellantis. Vous avez la parole, Madame. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. La filière automobile traverse aujourd'hui une crise profonde, mon collègue Nicolas Cheng l'a rappelé, une crise de volume et même on pourrait dire une crise existentielle. Donc comme ça a été dit, l'Europe est la seule région du monde à ne pas avoir retrouvé son niveau d'avant Covid. Depuis 2019, le marché européen a reculé de 18%. En France, la situation n'est pas meilleure. En 6 ans, un quart du marché a disparu, soit 580 000 véhicules en moins, passant de 2,2 millions à 1,6 million d'immatriculations. Cette contraction des volumes, qui constitue le socle économique de toute la filière, fragilise l'ensemble des acteurs, des constructeurs aux sous-traitants. Et pourtant, malgré ce contexte, Stellantis a humblement fait sa part. Nous sommes pleinement engagés en France, à travers nos 12 sites industriels, dans cette transformation vers l'électrique. En 5 ans, nous avons investi plus de 3 milliards d'euros. Nous proposons désormais une version électrique pour chacun de nos modèles, soit 40 modèles en Europe. Nous avons consacré plus de 600 millions d'euros à la modernisation de nos usines pour les adapter à l'électrique. Et surtout, nous avons fait le choix stratégique de produire en France l'ensemble de notre chaîne de valeur électrique. Les batteries à Douvrin avec notre Gigafactory ACC, les moteurs électriques à Trémery, les modules de propulsion à Valenciennes, les boîtiers de moteurs à Charleville et les composants mécaniques à Mulhouse. Nous avons donc tenu notre engagement industriel. Mais aujourd'hui, 2 facteurs majeurs fragilisent profondément la filière. Le premier facteur, c'est une concurrence internationale de plus en plus agressive. Nous faisons face à un écart de compétitivité majeur avec des constructeurs, notamment chinois, massivement subventionnés. Ils représentent désormais près de 6% du marché européen. Concrètement, un véhicule électrique produit en Europe coûte encore 30 à 35% de plus et en moyenne 10 000 € de plus qu'un véhicule thermique. Certaines mesures ont permis d'amortir ce choc. L'éco-score, par exemple, a temporairement orienté la demande vers les véhicules produits en Europe. Mais son efficacité s'érode. De même, les droits de douane anti-subvention sont aujourd'hui largement absorbés par les stratégies de prix des constructeurs asiatiques. Dans ce contexte, le Made in Europe est un levier indispensable pour protéger notre industrie. Nous saluons l'engagement des autorités françaises sur ce sujet, mais pour être efficace, ce dispositif doit réellement compenser les surcoûts supportés par les constructeurs européens, ce qui n'est pas encore le cas dans la proposition actuelle de la Commission qui a fuité il y a quelques semaines.
Deuxième facteur, une transition électrique qui se heurte à la réalité du marché. La demande progresse, mais trop lentement au regard des objectifs fixés. La réglementation CO2 impose un rythme de transformation, pour le moment encore déconnecté des conditions du marché. Nous sommes aujourd'hui pris en étau entre des objectifs réglementaires très ambitieux et un marché qui ne suit pas, avec à la clé un risque réel de détourner des investissements pour supporter le coût des pénalités. Par ailleurs, l'adoption de l'électrique change de nature. Après les premiers acheteurs les plus aisés, nous entrons désormais dans le marché de masse. Or, ces ménages, souvent équipés d'un seul véhicule, sont extrêmement sensibles au prix. Aujourd'hui, plus de 30% des ventes électriques se concentrent sur des segments premium, C et D, et sur le segment B, qui est le cœur du marché français, la diffusion reste particulièrement difficile. En plus du frein premier qui est le prix, s'ajoute un obstacle majeur, l'accès aux infrastructures de recharge, notamment dans les logements collectifs. Dans ce contexte, la demande dépend encore fortement des aides publiques. Nous saluons les dispositifs mis en place par les autorités françaises, prime C2E, leasing social, qui jouent un rôle déterminant, et nous saluons, et nous l'avons fait vendredi, les dernières annonces du Premier ministre qui vont évidemment dans le bon sens pour soutenir la demande. La stabilité de ces aides est essentielle et nous pensons que les cibler uniquement pour les ménages modestes serait une erreur. Cela couperait l'accès aux véhicules électriques d'occasion pour ces ménages-là, alors que 85% des véhicules vendus sont des véhicules d'occasion. Le développement du marché de l'électrique passe donc aussi par le véhicule d'occasion qui dynamise à son tour celui du neuf. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur un segment clé, celui des véhicules utilitaires légers. C'est un pilier industriel pour la France. Stellantis est leader en Europe avec 28,6% de part de marché et en France avec 38,2%. Notre usine d'Ordain dans le Nord représente à elle seule 24% de notre production européenne. L'offre électrique existe sur tous les segments, mais les ventes progressent beaucoup trop lentement. 10% du mix aujourd'hui contre 18% attendu. Les freins sont connus, coûts d'acquisition, contraintes de recharge dans un usage professionnel, accès et prix des infrastructures. Ce segment nécessite des mesures spécifiques et urgentes, soutien ciblé pour réduire le coût total d'usage et davantage de flexibilité dans la réglementation européenne. Et là encore, les dernières annonces du Premier ministre avec un doublement des aides sur les utilitaires vont dans le bon sens. L'enjeu aujourd'hui est clair, réaligner ambition climatique, compétitivité industrielle et réalité du marché. C'est tout l'objet du paquet automobile européen en discussion à Bruxelles. Nous attendons des avancées concrètes, des flexibilités sur les objectifs CO2, notamment les utilitaires, une stratégie dédiée aux petites voitures électriques, un verdissement des flottes d'entreprises à l'échelle européenne et des règles garantissant un contenu local européen qui n'entrave pas la compétitivité des constructeurs. C'est à ces conditions et avec un cadre européen adapté et un soutien national de l'offre et de la demande stable que nous pourrons réussir cette transition. Je vous remercie. Merci Madame Kikano pour ces éléments liminaires et je cède la parole à Monsieur Florian Aragon, président directeur général du groupe Toyota France. Vous avez la parole, Monsieur le directeur. Monsieur le Président. Votre micro, Madame. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Je suis Florian Aragon, le PDG du groupe Toyota pour la France. J'ai décidé ce matin de vous présenter le groupe Toyota qui est constitué des marques Toyota, Lexus, Daihatsu, qui sont des petits modèles compacts, et Hino, qui sont des véhicules utilitaires principalement au Japon. Nous sommes un constructeur généraliste mondial. Nous avons vendu 11 millions de véhicules l'année dernière, et de ce depuis plusieurs années. Nous sommes un constructeur qui bénéficie d'une organisation néanmoins locale qui nous permet de produire nos véhicules au plus près des marchés dans lesquels nous opérons. Notre point fort, c'est notre système de production que nous appelons le TPS, le système de production Toyota. Et notre objectif est de proposer des solutions technologiques qui sont acceptables pour le plus grand nombre de nos clients tout en répondant aux exigences environnementales. Nous sommes présents en Europe depuis 1963 avec 8 sites de production. Et en 2025, le groupe en Europe a commercialisé 1,2 million de véhicules et nous avons produit en Europe 813 000 véhicules, soit environ 7 sur 10. En France, nous employons directement près de 12 000 personnes, dont 6 700 personnes dans le réseau de vente Toyota et Lexus que je dirige, 4 800 personnes sur le site de Toyota Motor Manufacturing à Valenciennes, qui produit la Yaris et la Yaris Cross et qui est aussi, aujourd'hui, cette année, célèbre son 25e anniversaire et est le plus gros site de production en France. Nous avons aussi un site de design à Sophia Antipolis près de Nice, dans laquelle nous avons développé de nombreux véhicules pour la France et même pour l'Europe.
Et en France, notre implémentation en termes de vente se situe aux alentours de 130 000 véhicules pour une part de marché de près de 7%. En termes de décarbonation, qui sont les enjeux, je pense, nous avons un ennemi chez Toyota, et l'ennemi, c'est le carbone. Ce n'est pas une technologie, nous ne sommes pas contre l'électrique, nous ne sommes pas contre le véhicule thermique, nous sommes convaincus que l'ennemi, c'est le carbone, et nous croyons en une approche multitechnologie qui nous permet d'avoir des technologies pour le besoin du client. On parle ici de technologies hybrides, qui est donc électrique à batterie, des technologies hydrogène ou de technologies 100% électriques. Nous avons commercialisé depuis 1997 le modèle emblématique qui est la Prius, et au niveau mondial, nous avons près de 36 millions de véhicules électrifiés. Notre feuille de route, elle est claire. Nous cherchons la neutralité carbone mondiale d'ici 2050 et la neutralité carbone d'ici 2040 en Europe, avec une augmentation progressive de notre offre de véhicules électriques depuis 2026. Nous sommes convaincus que l'hybride, pour répondre à votre question tout à l'heure, que l'hybride et l'hybride rechargeable ont aussi toujours une place importante dans l'enjeu qui est la décarbonation du parc. Nous avons une règle très simple. Si on prend 1 kWh, si on prend une batterie d'un véhicule électrique qui fait environ entre 80 et 100 kWh, si on prend cette batterie et qu'on la met dans un véhicule électrique sur un parc de 100 véhicules, la réduction de carbone sur le parc sera plutôt faible. Si on la met dans des véhicules hybrides rechargeables, nous aurons environ 6 véhicules hybrides rechargeables pour 100 véhicules sur un parc qui va nous aider à améliorer la décarbonation du parc. Mais cette batterie, on peut l'éclater en 90 véhicules hybrides sur un véhicule ou un parc de 100 qui nous aide à réduire encore plus fortement les émissions carbone dans le parc. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il y a une demande client pour chacune des technologies en fonction des besoins du client. Donc notre ambition, c'est de pérenniser les activités du groupe, de pérenniser les emplois évidemment, et de réussir le défi sur la transition de la société avec une mobilité à bas carbone. Merci. Merci, Monsieur Aragon, pour ces éléments. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Je rappelle que pour les collègues qui veulent poser une question individuelle, je vous remercie de lever la main dès à présent pour que l'on puisse vous inscrire. Pour le groupe du Rassemblement national, Monsieur Robert Le Bourgeois, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. 2005. Dacia bouleverse le marché français avec ce que tout le monde moquera comme la voiture du pauvre, la Logan, vendue dès 7 500 €. Il n'empêche, la recette fonctionne. Une mécanique simple, peu d'électronique, de la fiabilité, un prix bas. Et pour cause, toutes les études consommateurs démontrent que le prix, à l'achat comme à l'usage, est le premier critère des Français, parfois le seul pour les plus modestes. Comment s'étonner 20 ans plus tard que les ventes de véhicules neufs soient en chute libre, alors qu'en 5 ans, leur prix a augmenté de 30%. La responsabilité incombe en grande partie à un pouvoir macroniste et à une Commission européenne qui ont soumis nos grands fleurons automobiles, vous, à des contraintes et à une réglementation absolument délirante. Du quasi-bannissement des véhicules thermiques à l'horizon 2035 à une pression normative insoutenable, les grands groupes que vous représentez ne parviennent plus à suivre la cadence. Ainsi, John Elkann, ancien patron de Stellantis, affirmait il y a un an qu'un quart de son ingénierie était consacré à la réglementation. Dans ce contexte, le conflit au Moyen-Orient et l'explosion des prix du carburant sont un révélateur implacable. Révélateur de l'impuissance du gouvernement à user des leviers existants pour contenir la volatilité des prix à la pompe, mais révélateur aussi de l'intérêt que peut représenter parfois l'électrification pour certains automobilistes. Mais ne nous méprenons pas. D'abord, cet intérêt ne sera réel que lorsque nous aurons retrouvé un prix français de l'électricité, comme le réclame le groupe Rassemblement national depuis de nombreuses années. Ensuite, le dogme du tout électrique est très loin d'être une solution miracle. La question des usages demeure primordiale, et notamment dans la ruralité. Parce que sortir d'une dépendance à des fournisseurs multiples de carburant ne masquera pas longtemps notre dépendance aux métaux rares et à la production de batteries. Derrière l'échec Northvolt, il y a ACC ou Vercor qui accusent des retards gigantesques. Aujourd'hui, 99% de la consommation de batteries vient de Chine ou d'Asie. Face à cette situation, la Commission européenne a présenté son projet d'Industrial Accelerator Act, IAA. Immédiatement, BMW a dénoncé un calendrier intenable. D'autres acteurs ont alerté sur le risque que IAA profite d'abord aux investisseurs chinois ou renchérisse encore les prix. Face au manque de souveraineté en matière de batterie et au coût des normes que vous impose la Commission européenne,
Renault, Stellantis, Toyota pourront-ils vraiment résister à la vague chinoise et proposer aux Français des voitures accessibles, fiables et, tant que faire se peut, françaises ou européennes? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Aragon, je vous propose de débuter la réponse en 1 minute et demie, c'est possible. Puis chacun à votre tour, mais vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre, hein, selon les questions qui sont posées, bien évidemment. Merci, monsieur le député. Oui, les prix, et comme mes collègues l'ont mentionné tout à l'heure, sont un vrai challenge dans le marché. Et nous constatons aujourd'hui d'ailleurs que le marché français est historiquement bas, puisque le marché véhicule particulier s'oriente sur des volumes à 1 600 000 quand il était pas loin de 2 200 000 il y a 4-5 ans. C'est un vrai challenge. Et oui, nous sentons une concurrence accrue, qui vient évidemment de Chine. Et nos ambitions, nous, c'est toujours chez Toyota, en tout cas, d'aller au plus près du client et d'offrir la meilleure technologie pour le client. Il y a une demande pour chacune de nos technologies aujourd'hui. Il y a une forte demande pour l'hybride. Notre capacité à offrir des véhicules à prix attractif est le plus gros des challenges. Et là-dessus, on a un élément, c'est la fiscalité automobile, qui est très contraignante aujourd'hui, qui est très instable, qui change souvent et qui nous impacte et qui empêche aussi les entreprises d'acheter et de se positionner sur tout un marché de véhicules. Voilà. Merci, monsieur Aragon. Madame Kikano. Oui, merci, monsieur le député. Moi, je voulais répondre peut-être sur l'IAA. Nous, et sans vouloir préempter évidemment la réponse de nos collègues, mais chez Stellantis, nous soutenons le Made in Europe. Nous pensons que c'est une des solutions pour justement se faire face à cette concurrence internationale. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut que ce Made in Europe soit compensé par en effet des contreparties qui aident à supporter les surcoûts que cela va engendrer. Et donc c'est pour ça que en échange de ce Made in Europe, il faut absolument des assouplissements de la réglementation CO2, des super crédits, notamment pour les petites voitures. Il faut également que les subventions et l'accès au marché public soient réservé aux voitures made in Europe, mais nous soutenons vraiment cette proposition. Alors il faut que, pas forcément dans la version de l'IA telle qu'elle a été présentée il y a quelques semaines, il y a un facteur temps, vous avez raison aussi, notamment le fait que les cellules des batteries soient faites en Europe 6 mois après l'entrée en vigueur de l'IA. Nous pensons que c'est infaisable pour le moment, mais voilà, nous avons fait des investissements importants dans ACC. Nous avons besoin d'aide encore de l'Union européenne. Il y a eu l'annonce du battery booster par la Commission et nous espérons vraiment que les gigafactories françaises vont en bénéficier massivement. Donc évidemment, encore une fois, nous soutenons l'IA, mais à la contrepartie qu'il y ait des aides pour supporter les surcoûts. Merci, madame. Monsieur Cheng. Oui, je suis un peu embêté parce que mes collègues ont déjà tout dit, mais d'une certaine manière, c'est rassurant. Non, mais voilà, peut-être revenir sur 2 sujets sur lesquels vous avez déjà eu des éléments de Toyota et de Stellantis, mais effectivement, on a une réglementation aujourd'hui, notamment européenne, qui est assez contraignante. Nous ne sommes pas des personnes qui demandons la suppression d'absolument toutes les réglementations, c'est pas du tout le sujet. Mais le sujet, par exemple, quand vous avez des réglementations européennes qui s'appliquent à des véhicules qui sont déjà en cours de production. C'est extrêmement contraignant parce que l'investissement à faire pour mettre aux normes le véhicule est trop lourd. Donc en fait, vous retirez de la production des véhicules. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec notre ancienne Twingo, puisqu'on a été obligé de la retirer de la production. Donc par exemple que la réglementation ne s'applique qu'à des nouveaux véhicules que vous mettez en production nous semblerait une dimension importante. Donc ça veut dire un changement un peu dans le logiciel réglementaire européen. Les mettre en cohérence, puisque l'automobile en fait est confronté à des réglementations qui portent sur l'automobile, mais sur le logiciel, sur les datas, sur la chimie, sur beaucoup de dimensions différentes, et en fait régulièrement elles sont traitées de façon parallèle et pas forcément mise en cohérence, ce qui peut être une difficulté pour nous aussi. Sur l'IA, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. On est favorable
à un dispositif de préférence européenne qui soutiendra l'industrie européenne et française. Évidemment, ça entraînera des surcoûts. Donc l'idée est d'avoir des compensations pour que le prix des véhicules n'augmente pas pour autant. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une politique qui soutienne l'industrie européenne tout en favorisant l'accessibilité des véhicules électriques pour tous. Merci, Monsieur Cheng. Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Jean-Marie Févé, vous avez la parole. Monsieur le député, bienvenue dans la commission. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je vous remercie pour cet état des lieux de la situation des constructeurs automobiles dans notre pays. Le secteur automobile, comme l'ensemble du secteur des transports, est au cœur des défis des prochaines années. Depuis 2017, nous avons fait de la réindustrialisation une priorité. Et le secteur automobile en est l'une des principales vitrines, avec le développement, par exemple, de la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France. Face aux enjeux climatiques, mais aussi géopolitiques, l'électrification apparaît non seulement comme un moyen de décarbonation, mais aussi comme un réel outil de la souveraineté. Très engagé sur la décarbonation des moyens de transport et sur leur électrification, ayant notamment travaillé sur le verdissement des flottes dans la commission voisine du développement durable, j'ai pu constater que l'engagement vers le tout électrique, bien que nécessaire pour réussir notre transition, fait face à de légitimes inquiétudes. En tant qu'élu d'un territoire profondément rural, les Deux-Sèvres, je constate en effet chaque jour la dépendance de nos citoyens à la voiture individuelle, pour se soigner, pour aller au travail ou autre domaine. La voiture n'est pas un choix de confort, c'est une nécessité vitale. Le succès du leasing social mis en place par le gouvernement a d'ailleurs prouvé que la demande pour les véhicules propres est là. Les Français veulent contribuer à la transition écologique, à condition que le pouvoir d'achat soit préservé. Or, le coût d'acquisition d'un véhicule électrique reste aujourd'hui un obstacle majeur pour la grande majorité de nos citoyens. Face à cette faille, nous subissons de plein fouet l'offensive extrêmement agressive de la concurrence asiatique et notamment des constructeurs chinois et leurs tarifs plus que compétitifs. Ainsi, comment comptez-vous accélérer la conception et la production de petits véhicules électriques véritablement abordables, fabriqués en France ou en Europe ? Au-delà des barrières douanières, comment résister à la concurrence chinoise sans sacrifier nos emplois industriels historiques ? Face à cette réalité économique, le passage au tout électrique neuf reste inatteignable pour de nombreux foyers dans nos territoires. Certains groupes, à l'image de Toyota, défendent une approche multitechnologie. Ainsi, comme vous le voyez, le rôle de l'hybride, que vous fabriquez par ailleurs avec succès à Valenciennes, en tant que solution de transition, à la fois économique et pragmatique, pour sécuriser les 10 prochaines années. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour les précisions que vous pouvez nous apporter. Merci, Monsieur le député. Madame Kikano, je propose de répondre. Oui, merci Monsieur le député. Pour répondre à votre question sur la petite voiture, nous soutenons particulièrement l'initiative européenne aussi, d'une petite voiture européenne qui aurait une réglementation allégée et qui pourrait aussi bénéficier de super crédits CO2. C'est très important pour nous ce sujet de la petite voiture, puisque comme l'a dit mes collègues et comme vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est ce qui manque, et comme je l'ai dit dans mon introduction, là on arrive au marché de masse avec des voitures qui ne sont pas assez, enfin des voitures électriques dont les prix sont vraiment en train de baisser grâce aux constructeurs qui font d'énormes efforts, mais on n'arrive pas encore à l'accessibilité de la petite voiture électrique. Et donc pour cela, nous pensons que pour faire baisser les prix, il faut baisser en partie la réglementation et qu'il faut un cadre européen plus favorable à l'émergence de ce type de voiture. C'est pour ça que nous soutenons fortement l'initiative de la Commission européenne. Voilà. Merci Madame Kikano. Monsieur Cheng. Oui, Monsieur le député, merci beaucoup pour votre question.
Effectivement, donc je rejoins, et particulièrement Renault, on est très très favorable aux initiatives qui soutiendront les petits véhicules électriques abordables. Je veux dire, on industrialise en France une R5 qui est un pari, puisque voilà, c'est un véhicule qu'on veut vendre le plus massivement possible, et on le fait avec un travail avec les pouvoirs publics qui est extrêmement positif. On est favorable au niveau européen à un gel réglementaire pour les petits véhicules électriques abordables, donc moins de 4,2 mètres, c'est-à-dire qu'une fois que vous lancez la production, on sait que pendant 10 ans, la réglementation ne bouge pas. Pour nous, c'est une assurance importante et ça évite des surcoûts importants. On est aussi favorable à toute politique qui peut donner des avantages, stationnement gratuit pour ce type-là de véhicules et qui, ça, peuvent être mis en place par des pouvoirs publics au niveau national, niveau local, etc. Évidemment, il y a un enjeu important autour du prix des batteries. Vous savez que la batterie, c'est, selon les types de véhicules, les segments 30 à 40% du prix d'un véhicule. C'est des produits qu'on achète. Donc ça veut dire qu'on maîtrise mal le coût de ces produits. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu alors il y a plein de choses qui se font au niveau européen, bien sûr, mais à continuer à développer la chaîne de valeur de l'électrique en Europe et à en baisser les prix. Merci, Monsieur Cheng. Monsieur Aragon. Merci, monsieur le député, pour votre question. Merci pour la référence à Toyota. Merci pour l'invitation aujourd'hui, d'ailleurs, parce que si Toyota est là aujourd'hui, c'est que nous sommes un acteur industriel en France important et aussi en Europe. Moi, je veux juste souligner un élément par rapport à votre question. On est un constructeur européen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 8 usines en Europe. Nous employons plus de 30 000 personnes en Europe. Si je prends aujourd'hui la fiscalité française, et j'y faisais référence tout à l'heure, aujourd'hui, la fiscalité française, elle met en avant l'électrique made in Europe. Nous, on est un constructeur. Pour développer la technologie, on la développe d'abord d'un point de vue mondial, pour pouvoir l'amortir, pour pouvoir développer la technologie, et ensuite la mettre en local, donc la mettre ensuite en Europe. Et d'ailleurs, nous avons annoncé un investissement de 700 millions d'euros dans notre usine en République tchèque pour un véhicule électrique. Néanmoins, aujourd'hui, on a une Yaris ou une Yaris Cross qui sont fabriquées en France, qui sont hybrides, parmi les plus faibles CO2 ou les plus faibles consommations dans leur catégorie. Mais ces véhicules-là, ils ne sont absolument pas favorisés dans toute la loi fiscale aujourd'hui. Et en parallèle de ça, chez Toyota, nous avons des modèles électriques, on sort des modèles électriques, et ces modèles électriques, ils ne sont pas non plus favorisés pour un opérateur qui est, j'estime en tout cas, européen. Quand on a 8 usines et qu'on produit 80% en Europe, on s'estime européen. Et on n'est pas non plus favorisé sur le développement de la technologie électrique. Moi, si je prends mon exemple, ce matin, je suis venu à l'Assemblée nationale, je me suis garé dans la rue en face de l'Assemblée nationale, j'en ai pour 72 € de parking à l'extérieur avec un véhicule électrique. Voilà. C'est aujourd'hui un peu la difficulté de dire on veut aller vers l'électrique. Il y a des usages spécifiques pour l'électrique, on en est convaincu. Moi, je suis convaincu, et nous sommes convaincus dans le groupe, que chaque client a des besoins spécifiques. Mais si on veut favoriser et le Made in France et l'électrification, il y a peut-être des choses à revoir dans la fiscalité aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Aragon. Pour le groupe de la France Insoumise, Monsieur Laurent Alexandre, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les responsables des grands groupes industriels de l'automobile, la crise internationale actuelle, avec la flambée des prix du carburant, vient rappeler à quel point il est indispensable d'avoir une stratégie industrielle réfléchie à l'échelle du pays, planifiée et cohérente. Notre souveraineté industrielle nécessite des filières stratégiques pour répondre aux besoins essentiels et relocaliser ou renforcer la production en France. Le secteur automobile fait partie des filières stratégiques de notre pays. Se déplacer est en effet un besoin essentiel. Madame, Messieurs, les responsables de grands groupes industriels, je vous le dis très clairement, vous avez une grande responsabilité dans l'état de l'industrie automobile de notre pays qui repose de plus en plus sur les délocalisations. Je suis député de l'Ouest Aveyron, mais je suis aussi un ouvrier de profession. J'ai vu des usines fermer, des collègues, des amis se retrouver sur le carreau avec des crédits à payer et des familles à nourrir. Dans mon département, la fonderie SAM a fermé en 2022 avec 333 salariés qui se sont retrouvés au chômage. Aucun n'a retrouvé de travail dans les mêmes conditions de salaire. Pourtant, du savoir-faire, ils en avaient et des besoins, il y en a. J'ai encore entendu récemment, dans des réunions avec des acteurs industriels, à propos de l'avenir du site Bosch, Donner-le-Château en Aveyron, sous-traitant automobile, qu'il était nécessaire d'avoir des activités de fonderie dans le sud-ouest. C'est indécent, 4 ans après l'abandon de la SAM. Le groupe Renault et l'État actionnaire portent une lourde responsabilité dans ce fiasco.
Vous soulignez souvent la concurrence agressive des constructeurs chinois qui, malgré des dispositifs mis en place pour compenser les aides dont ils bénéficient, continuent à gagner des parts de marché. C'est en partie vrai. Mais notre filière auto ne serait-elle pas plus solide si elle pouvait s'appuyer sur un tissu de sous-traitants immédiatement disponible, qualifié et autonome dans notre pays? C'est aussi une des recettes du succès chinois. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur le plan d'investissement France 2030. Même si j'ai regretté certains angles morts de ce plan, j'ai pu constater l'ampleur des investissements publics consentis pour la filière auto. Il se compte en milliards. Cet argent public dépensé pour vous soutenir vous oblige vis-à-vis de vos fournisseurs français, mais aussi du pays. Alors j'ai deux questions. Quels engagements êtes-vous prêt à prendre et à quelle échéance pour structurer une filière automobile française et souveraine? Quels engagements pouvez-vous prendre pour permettre l'accès à des véhicules électriques légers, accessibles au niveau du prix et produits en France? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Chang. Oui, merci beaucoup, monsieur le député. Il y a un enjeu effectivement à implanter les nouvelles chaînes de valeur de l'électrique pour recréer de l'emploi. On est dans une filière qui a effectivement beaucoup souffert. Je crois, d'après l'INSEE, que la filière automobile a perdu 1/3 de ses emplois en 13 ans. Dans une filière, il n'y a pas de constructeur sans sous-traitant, il n'y a pas de sous-traitant sans constructeur. On est tous liés. Et je pense que, concernant Renault, on souhaite utiliser au mieux notre outil industriel en France. Notre production en France, elle a augmenté de 5% l'année dernière. Les volumes globaux de production, les volumes globaux de vente de Renault au niveau mondial étaient de 3%, ce qui veut dire que la production en France a augmenté plus que la croissance de nos ventes au niveau mondial. Nous avons investi en France et à la fois en CAPEX et en frais de développement plus de 14 milliards d'euros dans notre dernier plan stratégique pour produire un certain nombre de modèles que j'ai présentés tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément les relister. Voilà, monsieur le député. Merci, monsieur Cheng. Monsieur Aragon. Merci, monsieur le député, pour votre question. Concernant Toyota, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un site de production en France à Valenciennes qui est 100% hybride, qui est une technologie qui est aujourd'hui plébiscitée par les clients, qui depuis de nombreuses années tourne à pleine capacité, plus de 280 000 véhicules produits, et qui travaille avec un tissu de fournisseurs en local très important, et c'est notre ambition que de continuer à développer le rang des fournisseurs. Voilà, c'est les ambitions de Toyota, et moi j'insiste à chaque fois sur la fiscalité. Aidez-nous à vendre des petites voitures accessibles aux clients, pour continuer à faire tourner nos usines. Quand vous prenez une Yaris ou une Yaris Cross aujourd'hui, c'est des véhicules très faible consommation, hybrides, fiables. Voilà. Aidez-nous à continuer à vendre des voitures. Merci. Merci, monsieur Aragon. Madame Kikano. Merci, monsieur le député, pour votre question. Je partage évidemment le constat de mes collègues et évidemment que c'est une filière, la filière automobile, qui a souffert et qui continue de souffrir beaucoup. En tout cas, nous sommes pleinement engagés chez Stellantis pour soutenir nos fournisseurs, pour qu'il y ait une stratégie nationale de filière. Nous sommes en lien évidemment avec l'État sur tout un tas de dispositifs pour aider les fournisseurs. Et je voulais quand même juste rappeler qu'en France, nous avons 39 000 salariés, 12 sites industriels, et que nous investissons chaque année depuis 4 ans près de 2,5 milliards d'euros en France. Si vous faites la somme sur les 4 dernières années, on est autour de 10,5 milliards d'euros. Et puis, nous avons recruté en 2025 1200 salariés en France, 800 ouvriers et 400 cadres. Donc la France est un pilier de la politique industrielle de Stellantis, évidemment, avec ses marques phares Peugeot, Citroën, DS. Et nous sommes vraiment très sensibles à ce que la filière automobile française se redresse. C'est aussi pour cette raison que nous demandons des changements réglementaires au niveau européen, parce que nous pensons vraiment que si on continue dans cette voie, en effet, on va avoir un problème on l'a déjà d'ailleurs, de production. On ne
produit pas assez de voitures, et donc à terme ça pourrait avoir des conséquences sur l'emploi. Donc si nous demandons et nous poussons très fortement ce changement de réglementation au niveau européen, c'est pour justement qu'il n'y ait pas de sujet d'emploi dans les pays européens où nous sommes présents, et notamment en France. Merci, Madame Kikano. Pour le groupe socialiste et apparenté, Monsieur Laurent Lardite, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, mesdames et messieurs. La situation de votre secteur d'activité semble à la fois, donc, si j'écoute, je lis beaucoup sur votre secteur d'activité, d'une part préoccupante, mais finalement pleine de bascules structurantes pour l'avenir. Alors les causes, elles sont connues, hein, surtout la fin effectivement du modèle thermique, et c'est bien pour ça que depuis plusieurs années, notamment notre groupe, mais beaucoup de soutien politique, vous recevez avec une ligne claire, accompagner votre transition vers l'électrique, mais en la rendant socialement et industriellement efficace. Alors ça passe par des aides ciblées, mais c'est moi, sur un sujet un peu spécifique, je voudrais vous interroger ce matin. Nous, on veut bien planifier, organiser vos mutations en vous soutenant, en tout cas pour ceux qui produisent en France. Mais j'aimerais revenir sur un fait. Du fait de l'impact très direct et historique du soutien à votre secteur sur le budget de l'État, moi je rappellerai quand même que depuis 2018, ça représente 18 milliards d'euros pour l'État depuis 2018. On est évidemment en droit de s'interroger sur les efforts que vous faites vous-même pour mettre en adéquation vos produits avec la demande. Et là, je veux me faire simplement le relais de nombre de nos concitoyens qui constatent depuis 20 ans l'explosion du prix des véhicules neufs, dont le prix moyen a donc globalement au cours de cette période augmenté de 100%, alors que l'inflation, elle, n'a été que de 30%. Vous n'êtes pas seulement les fabricants d'un rêve de liberté, vous êtes aussi les fabricants de produits dont l'existence a progressivement structuré l'organisation de nos territoires au cours globalement du siècle écoulé, jusqu'à rendre de nombreux Français dépendants de leur automobile. Alors au-delà de nous expliquer ce qui a pu expliquer le doublement du prix de l'automobile en 2 décennies, pensez-vous pouvoir à l'avenir répondre à la demande de personnes qui ne cherchent pas à accéder à un rêve technologique en achetant une voiture neuve, mais à un véhicule qui va leur garantir pendant de nombreuses années de pouvoir notamment effectuer leur trajet vers leur travail? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur Aragon. Merci, Monsieur le député, pour la question. Nous, chez Toyota, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, nous investissons dans la multitechnologie et donc dans des technologies pour pallier ou pour être en fonction des besoins du client. Aujourd'hui, la technologie que nous avons développée depuis plus de 30 ans, c'est la technologie hybride, comme vous le savez. Nous avons commencé par le haut des modèles, donc par les modèles les plus hauts d'un point de vue technologique. Et graduellement, année après année, nous avons lancé des produits où la technologie hybride a été mise dans des modèles de plus en plus petits, évidemment, grâce à la réduction des coûts qui a été faite, et donc des modèles de plus en plus accessibles pour les clients. En l'occurrence, nous avons lancé au mois de janvier une Aygo Cross hybride, qui est fabriquée en Europe, qui est un tout petit modèle qui fait à peu près 3,85 m de long et qui répond, nous pensons, parfaitement aux besoins du client, et le début commercial de ce véhicule est plutôt prometteur. On continue aussi à investir sur de nombreuses technologies, que ce soit l'hybride rechargeable ou aussi l'électrification. Nous investissons massivement et nous avons investi plus de 12 milliards d'euros dans les 25 dernières années en Europe en production et en recherche et développement, et nous allons continuer à investir en recherche et développement pour développer aussi la technologie électrique. Néanmoins, il faut que la fiscalité soit aussi adaptée pour nous aider à vendre ce type de véhicule. Je le maintiens. Merci. Merci, Monsieur Aragon. Madame Kikano. Merci, Monsieur le député. Vous avez raison. En fait, c'est tout l'enjeu, la question de l'accessibilité de la petite voiture, ou de la voiture, et notamment de la voiture électrique. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts en ce sens, notamment via des promos commerciales, il faut le dire. Si vous regardez aujourd'hui la Citroën C3, on arrive à baisser son prix à moins de 20 000 euros grâce à des prix
prime, et puis grâce aussi, il faut dire, au soutien à la demande et au bonus écologique. Ça, c'est vrai que c'est très important pour nous. Donc, vous avez raison, nous, on est pleinement mobilisés pour faire baisser le prix des voitures, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas des constructeurs, et je pense notamment à la réglementation. Notamment la réglementation européenne, a fait augmenter de manière très importante le prix des voitures. Et donc je reviens à notre initiative européenne sur la petite voiture et le cadre réglementaire européen. Nous espérons vraiment que cela va aboutir et assez rapidement, parce que pour nous c'est une manière également de baisser le prix des petites voitures. Merci Madame Kikano. Monsieur Cheng. Donc, monsieur le député, merci pour votre question. Et donc, vous avez effectivement raison. Et en lien avec ce qu'ont dit mes collègues et ce que j'avais essayé d'expliquer un peu plus tôt, effectivement, le prix des véhicules neufs est trop cher. C'est la grande problématique aujourd'hui. Donc, c'est lié à plusieurs enjeux. On en a parlé, le prix des batteries. C'est une énorme partie du prix d'un véhicule électrique. Et puis, une réglementation qui rend très compliqué le fait de faire des véhicules simples. Voilà. Vous devez proposer un certain niveau d'équipement que vous êtes obligé de proposer à tous vos clients. Et donc, forcément, ça renchérit le prix des véhicules. Pour autant, et donc ça réduit les volumes, et c'est cette réduction des volumes qui est aujourd'hui problématique à la fois industriellement et pour nos usagers. Donc c'est le sujet majeur. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour Renault Group, on a essayé de prendre nos responsabilités. On produit aujourd'hui une R5 en France qui est commercialisée en entrée de gamme à 24 000 €. C'est très cher. C'est très cher. Mais pour un petit véhicule électrique produit en France, je peux vous dire que c'est déjà un grand défi. Et nous allons donc commercialiser elle est commercialisée, une Twingo produite en Europe à 19 000 €, 24 000 €, 19 000 €, sans aide. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur Cheng. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur Jean-Luc Bourgeot, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Madame, messieurs, je vous remercie pour votre présence devant la commission des affaires économiques. Votre filière traverse une transformation majeure, à la fois technologique et industrielle, qui engage son avenir, mais aussi celui de nombreux emplois de nos territoires. Une transition vers l'électrique constitue une évolution incontournable, mais elle doit être pensée comme une opportunité de consolidation et de renforcement de notre base industrielle. Nous avons pleinement conscience des investissements considérables que cela implique pour vos entreprises, ainsi que des défis en matière de compétitivité dans un contexte de concurrence internationale accrue. Dans ce cadre, il est essentiel que cette transition se fasse sans fragiliser la demande, ni désorganiser l'écosystème industriel. Notre réglementation doit être faite pour consolider votre compétitivité et non l'inverse. Je souhaite vous interroger sur 2 points qui ont déjà été évoqués forcément par mes collègues. D'abord, l'accessibilité des véhicules électriques. Aujourd'hui, leur coût reste un frein important pour de nombreux ménages, malgré les dispositifs de soutien. Comment la filière compte-t-elle de manière concrète réduire ses coûts et favoriser un passage à un marché de masse ? Quels sont, selon vous, les principaux leviers industriels pour y parvenir ? Alors, vous avez déjà répondu à une partie, mais peut-être avez-vous d'autres idées à me donner ? Ensuite, la structuration future de la filière automobile. La transition en cours redessine profondément les chaînes de valeur, notamment autour des batteries, des approvisionnements et des compétences. Comment anticipez-vous cette évolution dans les années à venir et quelles sont vos priorités pour renforcer la solidité et la compétitivité de la filière française et européenne ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Kikano ? Je vous en prie. Oui, on a déjà un petit peu répondu, monsieur le député. Je suis désolée si je vais peut-être me répéter. Sur le coût des voitures, évidemment, encore une fois, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous pensons que le soutien à la demande, notamment de l'État, est indispensable. Le bonus écologique, le leasing social, tout ça fait que ce sont des dispositifs qui sont très importants dans notre stratégie. Il y a peut-être un point que je peux ajouter dont je n'ai pas parlé, c'est les coûts de production aussi. Il faut aussi savoir qu'en France, on a des coûts de production qui sont quand même plus importants qu'ailleurs et qui font aussi que c'est peut-être aussi pour ça que, en tout cas chez Stellantis, nous fabriquons nos plus grosses voitures, donc celles du segment C et D en France.
Parce qu'en fait, les coûts de production étant plus importants dans notre pays, ça permet d'absorber plus, comme le prix des voitures est plus important, permet d'absorber de manière plus facile ce coût. Donc voilà, je suis désolée, je me répète un peu, mais voilà. Merci, madame. Vous savez, l'art de la répétition, c'est ce qui permet de mieux ancrer les choses après dans les cerveaux. Hein. Monsieur Cheng. Monsieur le député, merci beaucoup pour votre question. Je ne suis pas encore tout à fait à court, mais ça va arriver. Non, peut-être en plus de tout ce qui a été dit, un point peut-être à avoir à l'esprit, c'est les prix de l'électricité. La production d'un véhicule électrique est plus énergivore au niveau de sa production. C'est un véhicule qui, après, par contre, est beaucoup plus économe en énergie quand il roule. Mais là où on va, par contre, c'est beaucoup plus énergivore à la production. Et donc, notamment, les prix de l'électricité, l'accès à une énergie abondante, décarbonée, etc., est extrêmement importante pour construire une chaîne de valeur de l'électrique et pour que les prix des gigafactories françaises, etc., puissent aussi maintenir leur coût. Donc, avoir une attention importante pour les prix de l'électricité, je sais que c'est dans les prérogatives de la Commission, il me semble, est un sujet important. Et puis, merci beaucoup d'avoir soulevé l'enjeu des compétences. C'est un très, très grand enjeu de transformation. Je crois que vous auditionnez la PFA un peu plus tard, ils pourront vous en parler. Mais beaucoup de salariés de notre filière vont devoir changer d'emploi. Enfin, changer de compétences. Et donc, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps chez Renault. On a ouvert une université d'entreprise qui compte 3 campus en France pour reformer nos salariés aux nouveaux métiers. C'est aussi des investissements importants. C'est fait en lien avec les rectorats, avec les académies, etc., pour avoir ce lien, évidemment, avec des partenaires publics. Et c'est aussi ouvert à la fois aux partenaires de la filière industrielle et puis à des personnes qui sont sans emploi après une formation initiale parce qu'elles n'ont pas forcément été dans les bonnes filières. Donc juste pour vous donner sur ces 3 campus, on en a un, notre usine de Cléon, qui est basée qui produit des moteurs pour reformer à la production de moteurs électriques. Un dans notre site de l'Hardy, qui a ouvert un campus sur les batteries, puisque c'est un site qu'on positionne avec un laboratoire d'analyse des batteries, et un dernier à Flins sur l'économie circulaire, puisque notre usine de Flins aujourd'hui consacre toutes ses activités à l'économie circulaire. C'est pour vous donner aussi l'ampleur de cet enjeu de reformation. Merci Monsieur Cheng. Monsieur Aragon. Merci Monsieur le député pour votre question. En fait, vous parlez de développement d'électrification, d'accessibilité des véhicules. Évidemment, c'est un vrai challenge, et chez nous, c'est un vrai challenge. Mais si je fais référence à un peu ce qui s'est passé pour l'histoire de Toyota, nous avons investi il y a 25 ans à Valenciennes dans un vrai gros site de production avec tout l'écosystème de producteurs. On a été aidé par le gouvernement pour y aller. Merci pour cela. Et ça nous a permis de produire des véhicules hybrides à bas coût ou à coût modéré qui nous permettent aujourd'hui d'offrir aussi aux clients des véhicules hybrides dans des prix accessibles. Néanmoins, si on veut aller vers une transition de l'électrique, bien aujourd'hui, si on est Toyota, et nous on est un acteur, on estime un acteur européen, je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 sites de production, de nombreux emplois en Europe. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une Toyota électrique, elle n'est pas éligible à l'EcoScore. Donc tous les moyens mis en place par le gouvernement pour développer l'électrification et faire de l'accessibilité de l'électrique, les Toyota, même si on investit très fortement en Europe, les Toyota n'y sont pas éligibles. Pardon ? Parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui fabriquées en Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout à fait, on n'a pas dit le contraire. Elles ne sont pas aujourd'hui produites encore en Europe, elles le seront à partir de 2028, sauf les Pro-Ace électriques, donc nos véhicules utilitaires électriques. Mais aussi toute la fiscalité sur la partie des ventes aux entreprises, avec les avantages en nature et toute la réforme qu'il y a eu l'année dernière, a un effet. C'est que le marché n'accélère pas, le marché se contracte. Et on le voit bien sur les immatriculations, un marché qui se contracte, c'est des usines qui ont plus de mal à tourner aussi. Et les avantages en nature pour des véhicules tels qu'une Yaris Cross ou une Yaris qui sont produites en France, aucun avantage. Les clients gardent leurs anciennes voitures pour ne pas payer plus d'avantages en nature et ça n'aide pas à faire tourner les usines. Voilà, merci. Merci Monsieur Aragon. Pour le groupe des démocrates, Madame Louise Morel, vous avez la parole, Madame la députée. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les représentants de Renault, Stellantis et Toyota. Vous l'avez en partie rappelé, l'automobile c'est bien plus qu'une industrie, c'est aussi une très belle chaîne humaine, 400 000 emplois directs en France et près de 4 000 sous-traitants qui dépendent chaque jour des décisions stratégiques prises dans vos sièges. Et aujourd'hui, une grande majorité de nos interrogations portent sur le véhicule électrique et donc de fait aussi sur le quotidien de ses employés et de ses sous-traitants. Pour le groupe Les Démocrates dont je suis membre, je souhaiterais vous poser 3 questions. La première concerne le cadre européen qui
qui est en train d'évoluer. Le 16 décembre dernier, la Commission européenne a assoupli sa position sur l'interdiction de vente de véhicules neufs thermiques en 2035. Les constructeurs pourront désormais maintenir jusqu'à 10% de véhicules thermiques ou hybrides dans leur vente au-delà de cette date, sous conditions strictes naturellement de compensation des émissions. Quelles sont vos capacités à tenir cette cadence, dans la mesure où pour l'instant, la vente de voitures électriques atteint environ 20% de part de marché en France en 2025, contre 17% en 2024. C'est une avancée, mais il reste du travail. Deuxième question, produire un véhicule en France, vous l'avez rappelé, coûte cher, en moyenne plus de 30% par rapport à un véhicule importé de Chine. Dans ces conditions, comment comptez-vous rester compétitif? Et j'ai une question plus particulièrement pour le groupe Renault. Comment comptez-vous faire dans la mesure où nous apprenons hier dans Les Échos que vous avez confirmé une baisse de vos effectifs d'ingénieurs de l'ordre de 15 à 20%? Et enfin, j'ai une troisième question plus structurelle. La transition vers l'électrique bouleverse les métiers. Un moteur thermique comporte environ 1400 pièces, un moteur électrique à peine 400. Ce sont de fait aussi des emplois, des sous-traitants, des compétences qui disparaissent. Quelle politique de formation et de reconversion déployez-vous concrètement en anticipation de ce basculement? Je terminerai très simplement en vous remerciant de vos présences, car pour réussir le pari de la transition écologique, nous réussirons que si nous avançons avec l'industrie et pas contre vous. Et cette audition nous permet aussi d'évaluer la pertinence de nos politiques publiques. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Aragon. Merci Madame la députée pour votre question. Concernant le paquet européen, c'est une avancée. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure. C'est une avancée favorable, mais à notre sens, chez Toyota, elle n'est pas suffisante. Vous l'avez rappelé, le marché électrique aujourd'hui, en 2025, c'est 20%, en 2026, un peu plus. Mais c'est quand même une demande forcée, à coup de leasing sociaux, à coup d'incentives du gouvernement. Donc, ce n'est pas une demande structurelle. Nous, on est convaincus chez Toyota qu'il faut un parc qui se décarbone, mais avec aussi une demande client. Et quand on met une fiscalité dans un marché qui ne va pas avec la demande client, ça va faire un marché qui se contracte, et un marché qui était historiquement à 2,2 millions d'unités qui passe à 1,6 million. Voilà, ça c'est pour la partie paquet européen. Donc à notre sens, il faut que la copie soit encore retravaillée. Et pour les autres questions, je laisse mes collègues répondre. Merci. Madame Kikano. Oui, pardon. Merci Madame la députée. Donc sur le cadre européen, comme l'a dit mon collègue, nous pensons que c'est évidemment un premier pas, mais un pas qui est insuffisant, car il y a deux sujets pour nous très importants. Le premier, l'urgence absolue, c'est la question des utilitaires. Or, le paquet européen traite de manière très très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, cette question. On a une urgence sur les utilitaires parce que, comme nous l'avons dit, en fait, dans la réglementation CO2 européenne, la trajectoire d'électrification des utilitaires est la même que celle que pour les voitures particulières. Or, pour tout un tas de raisons liées au caractère professionnel en fait de l'achat d'un utilitaire, l'électrification n'est pas suffisante pour les utilitaires. On est à 10% du mix énergétique alors qu'on devrait être, selon la réglementation, à 18%. Ce qui va en fait avoir pour conséquence que les constructeurs d'utilitaires vont devoir payer des amendes très très lourdes dans les prochaines années, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Ce qui pour nous est vraiment très très pénalisant, et c'est un euphémisme. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment un lissage des objectifs pour les utilitaires sur 5 ans, sur 2 périodes, 2025-2029 puis 2030-2034. Et la proposition de la Commission, c'est de réduire l'objectif 2030 à moins 40%. Nous demandons à ce qu'il soit réduit à moins 30%. Donc ça, c'est vraiment l'urgence absolue pour nous, c'est la question des utilitaires, parce que, comme je l'ai dit, pour Stellantis, c'est un marché très important. Nous avons notre usine d'Ordain qui fabrique nos utilitaires, voilà, Madame la députée qui acquiesce, dans le Nord, évidemment, et qui produit nos utilitaires, et qui pour nous, c'est 24% de la production européenne. Donc c'est très important. Si la réglementation ne change pas, on ne sait pas comment on pourra suivre la production. Ça, c'est le premier point. Sur les voitures particulières, également, nous demandons un lissage
encore sur 5 ans, de 2028 à 2032, plutôt que sur 3 ans comme proposé par la Commission. Donc la Commission propose un lissage 2030-2032, donc nous proposons 2028-2032. En fait, vous l'avez compris, ce que nous demandons, c'est un peu plus de temps. Encore une fois, nous ne remettons pas en cause les objectifs de décarbonation, mais nous pensons que nous avons besoin d'un peu plus de temps que ce qui est prévu actuellement. Et pour répondre juste sur votre question sur la transition vers l'électrique, comme mon collègue de chez Renault a parlé de ses écoles de formation, je ne peux pas ne pas parler de notre école également de formation dans le Pas-de-Calais, puisque à Douvrin, nous avons installé une école de la batterie pour permettre le passage des ouvriers de notre usine de Douvrin qui produit des moteurs électriques vers ACC, notre Gigafactory, puisque donc, comme vous le savez sans doute, notre usine de Douvrin a vocation à ne plus produire de moteurs électriques, et nous souhaitons la reconversion de nos salariés vers la Gigafactory. Merci Madame Kikano. Monsieur Chung. Oui, Madame la députée, merci pour votre question. Je vais me concentrer peut-être sur les deux dernières. D'abord sur les moteurs électriques. Effectivement, les moteurs électriques nécessitent moins de pièces, donc c'est un vrai défi de maintenir de l'emploi, voire d'en créer avec ce nouveau type de technologie. Ce qu'on essaye de faire dans une usine comme Cléon, par exemple, Cléon ne produisait que des moteurs thermiques il y a quelques années, et donc on est dans une montée en cadence très forte de production maintenant de moteurs électriques qui prennent aujourd'hui une grande partie de notre usine. Donc il y a notre campus de formation dont j'ai parlé, et on essaye de développer de nouveaux métiers que traditionnellement dans les constructeurs, en règle générale, je pense, on maîtrisait peu, comme l'électronique de puissance. Donc par exemple, notre campus de formation va s'étendre à l'électronique de puissance, et c'est des pièces qu'on veut progressivement, petit à petit, améliorer notre maîtrise. Voilà. Et donc aussi les assembler, les produire de plus en plus dans nos usines. Et c'est une façon, en internalisant ce type de production-là qu'avant on pouvait acheter, pour maintenir des activités. Vous avez parlé de l'ingénierie. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est qu'il y a une très très forte concurrence en ingénierie à l'échelle mondiale. En Chine, l'ingénierie conçoit des véhicules, les développe en 2 ans. La moyenne dans l'industrie automobile européenne, et je pense que ce ne sera pas différent chez mes collègues, c'était 4 à 5 ans. Ce qui veut dire qu'en Asie, les cycles sont beaucoup plus rapides. Dans une période d'évolution extrêmement rapide, c'est pas envisageable de garder ce rythme-là. Donc, j'ai dit dans mon petite introduction qu'on avait un enjeu à se transformer pour gagner en fait en performance, en agilité, etc. Et donc, effectivement, on a engagé des réflexions pour faire évoluer notre organisation de l'ingénierie au niveau mondial. Notre ambition, c'est que le technocentre Renault de Guyancourt reste notre centre névralgique de développement qui pilote toute la stratégie à forte valeur ajoutée du groupe. Les projets amont, le développement des nouvelles technologies, les activités jusqu'à ce qu'on appelle chez Renault le concept free, c'est-à-dire le moment où le projet est validé. Et on va effectivement définir des rôles plus clairs entre ce centre névralgique en France et nos centres de développement internationaux qui sont en Roumanie, en Inde, en Corée, en Espagne et au Maroc, en Turquie et au Brésil également. Voilà. Donc c'est une réflexion mondiale. Merci. Pour le groupe Horizon, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci d'avoir participé à cette table ronde. L'industrie automobile française est la colonne vertébrale de notre industrie. Elle irrigue la métallurgie, la chimie, l'électronique et même des secteurs stratégiques comme la défense. Si cette filière s'effondrait, c'est notre socle industriel qui vacillerait. Et nous le savons, la filière traverse une crise structurelle profonde. Notre appareil productif a été très abîmé après 2 décennies de délocalisation vers des pays à bas coût, même si grâce à un soutien massif de l'État, une adaptation de la filière s'est opérée, on constate toujours une très grande fragilité. La concurrence étrangère, notamment chinoise, est préoccupante, comme nous avons pu le constater lors des auditions qui ont été menées ici en Commission des affaires économiques. Produire en Europe ne suffit pas si 90% des composants proviennent de Chine. La mise en place d'un véritable local content européen avec des avantages réglementaires et fiscaux conditionnés est désormais indispensable.
si nous voulons préserver, pas si nous voulons, tout en préservant évidemment la compétitivité de nos entreprises. Première question, les acteurs de la filière travaillent-ils avec l'administration pour continuer à définir ce cadre et où en êtes-vous concrètement? Par ailleurs, la hausse actuelle du prix du carburant démontre une fois de plus que nous devons à tout prix nous orienter vers un modèle plus durable. Face à la flambée des prix du diesel et de l'essence, je salue l'annonce du 3e round du leasing social du gouvernement qui va permettre, nous l'espérons, d'acquérir de petites voitures électriques avec évidemment une forte subvention de l'État sous conditions de ressources et de kilométrage parcouru, ce qui peut nous aussi nous interroger parce que eh bien, pour certains, les kilométrages avancés ne sont évidemment pas suffisants quand on travaille loin et puis qu'on a aussi besoin d'aller faire ses courses par ailleurs, c'est pas que le travail dans la vie. Cependant, le secteur des véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables paraît lui aussi en difficulté. Les acteurs de la filière sont confrontés aussi à un cadre réglementaire contraignant ainsi qu'à une demande non alignée, nous le voyons. Il en résulte des investissements massifs pour transformer les outils de production sans pouvoir en tirer actuellement, en tous les cas, les bénéfices. Aussi, dans ce contexte, avez-vous des recommandations afin de sécuriser un cadre réglementaire plus flexible? Vous en avez parlé déjà, mais est-ce que vous avez des précisions à nous faire en termes notamment de solutions de décarbonation? Et puis enfin, le coût à l'achat des véhicules électriques, évidemment, est un frein pour les consommateurs, mais pensez-vous que ce soit le seul frein? Ne pensez-vous pas aussi que nous devrions vraiment essayer de travailler sur la confiance auprès des consommateurs, sur la confiance sur des produits notamment électriques? Est-ce que ce n'est pas aussi un sujet? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Cheng. Oui, merci beaucoup Madame la députée. Sur votre dernier point, effectivement, le prix n'est pas forcément donc le prix d'achat, évidemment, un sujet, surtout pour les constructeurs généralistes, ce que nous sommes. Évidemment, on a un sujet alors qui a deux faces, qui est l'autonomie et la recharge. Bon, parce qu'évidemment, plus vous avez d'autonomie, plus vous vous êtes rassuré, mais le véhicule va coûter plus cher aussi puisque vous aurez nécessité de mettre plus de batterie. Et donc, l'autre versant de la pièce, c'est le développement évidemment de la recharge, le bon maillage dans les bons territoires, parce qu'on n'a pas besoin de bornes de haute puissance partout, on a besoin à certains endroits, à certains moments, et aussi la facilité d'utilisation de ces bornes. Pour toute personne qui roule avec un véhicule électrique, ce qui est mon cas depuis longtemps, vous jonglez avec 4, 5, 6 badges, etc. Ça peut être compliqué. Comprendre la tarification, puisque selon les opérateurs ou selon les... Voilà, vous avez un affichage qui est parfois avec une tarification au kilowattheure, parfois au temps et au kilowattheure, bon, qui peut varier selon le badge que vous avez utilisé sur la même borne. Il y a des progrès qui se font, je ne veux pas dire que... Voilà, mais... c'est un vrai enjeu. L'ouverture des données aussi, que vous sachiez si la borne que vous visez pour vous recharger est disponible ou pas. Donc nous, c'est un élément important et je peux vous dire aussi que pour Renault, on a bien cet élément en tête et qu'on développe dans nos véhicules, si vous avez l'occasion de les tester, des planificateurs d'itinéraire où vous entrez la destination et le logiciel va lui-même vous proposer en fait un parcours avec les arrêts de recharge qui conviendront, combien de temps vous avez passé à recharger, où, etc. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu de rassurer. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un enjeu de passer d'un achat de véhicule électrique qui peut être une deuxième voiture à passer à l'achat d'un véhicule électrique qui est la voiture principale du foyer. Et ça demandera aussi, effectivement, vous avez totalement raison, des conditions plus globales que le prix pour rassurer le client. Peut-être sur les autres sujets, du coup, je vais essayer. Madame Kikano. Oui, pardon, à titre liminaire, je voulais juste rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'à Douvrin, nous arrêterons la production de moteurs électriques. C'était évidemment moteur thermique. Je suis désolée, mais je préférais préciser quand même. Oui. Voilà. Sur oui, Madame la députée, sur la construction du cadre du contenu local, évidemment, nous sommes en lien avec l'administration, avec la Direction générale des entreprises, en lien très étroit même, puisque nous avons des réunions très régulières avec eux pour essayer de construire au mieux ce nouveau cadre. La France est vraiment un des pays, il faut dire, qui soutient le plus ce dispositif et qui a envie de pousser vers un dispositif le plus efficace possible. Donc oui, bien sûr, nous sommes en lien avec l'administration.
Et pour ajouter, évidemment, je souscris totalement à ce qu'a dit Monsieur Nicolas Cheng sur les freins de l'acquisition les freins à l'acquisition d'un voiture électrique. J'en ajouterai un très important qui est la disponibilité des bornes de recharge dans les logements collectifs. Je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, mais actuellement, nous avons normalement dans la loi ce qu'on appelle un droit à la prise, mais dans les faits, dans les logements collectifs, il est très difficilement respecté. Et ça fait notamment aussi partie des freins à l'acquisition d'un utilitaire, parce que en fait, l'utilitaire, si vous ne pouvez pas le recharger la nuit, vous ne pouvez pas travailler ensuite le lendemain matin. Donc ça, c'est un point très important qu'il faudrait vraiment améliorer. Merci. Monsieur Aragon. Merci Madame la députée pour votre intervention et votre question. Vous mentionnez, vous posez la question si nous avons des propositions à suggérer pour quelque part aider cette transition. Moi je suis convaincu, et on est convaincu qu'un des éléments clés c'est stimuler la demande. Donc merci au gouvernement d'injecter tout ce qui sont les programmes actuels tels que leasing sociaux, même si Toyota n'y est pas éligible, mais il y a aussi des points clés tels que le plan sur les véhicules utilitaires qui est, je pense, très favorable pour doper la demande. Stimuler la demande, c'est forcément créer de l'emploi dans les usines et de faire tourner les usines. Maintenant, je pense que pour décarboner le parc, suite à votre question, il y a la stratégie Toyota qui est la stratégie multi-technologie, nous y croyons très fort, ça permet clairement de décarboner le parc à moindre coût. Néanmoins, il y a des technologies, telles qu'on le voit dans d'autres pays d'Europe, qui continuent à se développer, telles que l'hybride rechargeable, vous en avez parlé, qui aujourd'hui en France a été surtaxée depuis l'année dernière et dont elle a été remise à la taxe d'origine. Ouais, elle a été remise à la taxe d'origine, mais ça a un impact clair sur les volumes de vente et aujourd'hui cette technologie est en perte en France. Et nous sommes convaincus que l'hybride rechargeable a aussi une place aujourd'hui sur le marché français par rapport à l'utilisation des clients et pour décarboner le parc. Si vous regardez les émissions de CO2 sur ces véhicules-là, elles restent quand même très faibles. Surtout que chez Toyota, dans le groupe Toyota en tout cas, quand vous êtes sur un hybride rechargeable, quand la batterie complète est déchargée, c'est un moteur qui fonctionne en hybride. Donc c'est un moteur très vertueux. Et enfin, et après il y a la version sur la partie électrification ou électrique pure. Nous, Toyota, nous y croyons. Nous allons investir en Europe. Nous l'avons déjà annoncé, 700 millions d'euros d'investissement en République tchèque pour un nouveau véhicule électrique produit en Europe. Néanmoins, pour des constructeurs comme Toyota, qui sont aujourd'hui 8 usines et 80% des véhicules qui sont vendus en Europe viennent et produits en Europe, est-ce qu'on doit faire la même segmentation entre un constructeur chinois qui n'est pas du tout implanté ou un constructeur comme Toyota qui est très fortement implanté? Et aujourd'hui, nous, sur nos véhicules électriques, il n'y a aucune faveur pour pouvoir améliorer les prix de l'électrique et accéder aux leasing sociaux, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un étage intermédiaire entre un véhicule électrique produit en Europe, ce qu'on comprend, et un véhicule tel que pour des constructeurs que Toyota? Voilà, merci. Merci, Monsieur Aragon. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, Madame Valérie Létard, vous avez la parole, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Difficile de passer en dernière position parce que petit à petit, les questions viennent. Pour autant, je voudrais vraiment sincèrement remercier Monsieur le Président d'avoir pris l'initiative de réunir Toyota, Renault et Stellantis et merci beaucoup en tout cas pour ces échanges extrêmement importants pour mesurer le chemin qu'il reste à parcourir pour accompagner ce défi essentiel de l'électrification et en même temps d'en comprendre les enjeux, les risques et de mesurer les ajustements qui sont nécessaires. Alors, c'est un débat évidemment sur notre souveraineté industrielle, sur la puissance industrielle de la France que représente le secteur automobile, mais aussi, je voudrais le rappeler, c'est peut-être un angle dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est nos territoires, nos emplois, et moi qui viens des Hauts-de-France et de Valenciennes plus particulièrement, ça me fait quand même penser aux 56 000 salariés de la filière qui, dans ma région des Hauts-de-France, vivent évidemment de ce secteur d'activité industrielle, rappelons-le. Élu d'un territoire où cet écosystème est le plus important de France, en Hauts-de-France, nous comptons 7 sites constructeurs. Renault, Stellantis, Toyota, 30% de la production française, 550 fournisseurs et sous-traitants. C'est absolument massif. Et alors que cette filière traverse la crise que vous venez de nous résumer, de nous rappeler, nous devons évidemment accompagner cette stratégie
industrielle qui doit être cohérente, mais en même temps protectrice pour éviter que la transition ne se traduise par une perte de souveraineté, de savoir-faire et d'emploi, et par un affaiblissement de nos sites de production. Au niveau local, les collectivités qui ont la compétence en matière de développement économique sont au rendez-vous. Ça me permet de rappeler que la région des Hauts-de-France soutient le développement massif d'usines de production de batteries, ce qu'on appelle les gigafactories, mais aussi les intercommunalités qui accompagnent l'installation des sites très fortement. Et les récentes sont sur les territoires comme Envision pour Douaisis-Aglo ou Vercors, ou encore la communauté urbaine de Dunkerque, puisque ces secteurs ont été fortement développés dans ces intercommunalités. Des industriels qui investissent massivement, vous l'avez rappelé, l'exemple de Stellantis avec ses 3 milliards d'euros. Renault a développé dans ses 3 manufactures de la région le pôle Ampère Electricity. Là aussi, la Renault 5, la Renault 5 électrique produite à Douai montre qu'on est véritablement en train d'accompagner cette transition dans un territoire grâce à la mobilisation aussi de ses élus. Alors, merci aussi, et je voudrais parler de Toyota. Renault, Stellantis, c'est énorme ce qui a été investi. Petite pensée pour Toyota. Je suis élu depuis très longtemps dans le Valenciennois. Toyota a été le signal de la renaissance d'une industrie. Usinor et les mines, ça a été moins 40 000 emplois sur 360 000 habitants. C'est Toyota qui a permis cela. Vous dire tout simplement que tout ce que vous avez évoqué au travers de vos préconisations avait été rassemblé dans un récent rapport parlementaire. Simplement, pouvez-vous nous dire précisément quel plan d'action vous attendez de la part des acteurs du logement et du logement collectif, parce que vous en avez parlé, c'est important. Sur ce logement collectif, quelles mesures concrètes vous proposez au gouvernement ? Merci, Mme Létard. On a bien compris, il y avait la minute supplémentaire Toyota, mais spécifique à votre implantation électorale. Et bien sûr. Eh bien, Monsieur Aragon, au hasard. Merci pour vos commentaires sur Toyota. Je n'ai pas de point spécifique sur votre question, malheureusement, mais merci pour vos commentaires sur Toyota. Notre ambition, c'est toujours de produire au plus près du client, quelle que soit la région du monde. Et c'est vraiment la stratégie du groupe. Voilà, merci. Mme Kikano. Oui, moi je ne peux aller que dans votre sens, Madame la Ministre, puisque en effet nous avons donc trois usines dans les Hauts-de-France, Ordin, Douvrin, Valenciennes, et je peux en effet témoigner du soutien de la région. Et notamment, ça me permet d'évoquer un sujet aussi qui est assez important, c'est que la région Hauts-de-France est la seule région qui a laissé la gratuité pour la carte grise pour l'immatriculation des voitures électriques. Et ça, c'est aussi une chose qui a un peu affecté, qui nous a pas mal affecté, de remettre de la fiscalité dans les autres régions à cet égard. Donc voilà. Monsieur Cheng. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, c'est l'occasion, je pense, de remercier toutes les collectivités qui nous ont beaucoup aidés, parce que je pense que nous tous, nous avons traversé une période très difficile en 2020, 2021, 2022, où de fait nos usines étaient arrêtées, faute de pouvoir vendre des voitures et donc de les produire. Et donc à la fois l'État et les collectivités locales ont vraiment été présentes et se sont mobilisées. Et je crois que côté Renault, si effectivement on a 3 usines à Douai, à Maubeuge et à Ruisse, qui aujourd'hui fonctionnent bien. Douai a son record de production depuis 10 ans en 2025. Et je pense que ça va augmenter encore l'année prochaine, sous réserve que les uns et les autres... voilà, mais il y a une fierté qui est aussi... qui renaît un peu dans nos usines. C'est pour ça aussi qu'on a voulu les appeler manufactures. Voilà. Et on essaye aussi, y compris de mettre en visibilité. Vous savez que sur la Renault 4, nous proposons un verre qui s'appelle Verre Hauts-de-France. Voilà. Donc Merci, M. Cheng. Et pour en terminer avec les orateurs des groupes, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, M. Julien Brugerolles. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, je vous remercie pour nos échanges. D'abord, le constat, il est sans appel. Effectivement, la production de véhicules en France a été divisée par 2 en 25 ans. Je rappelle les chiffres, 3,3 millions de véhicules par an en 2000 et moins d'1,5 million aujourd'hui.
La France était le 3e producteur mondial d'automobiles en 2000 et il est passé de la 9e place en 2019 à la 14e place en 2024. Je commencerai d'abord par dire que ce résultat, il est complètement indépendant de la question de l'électrification. C'est le résultat d'une stratégie des constructeurs, qui a été une stratégie de rentabilité et de délocalisation, avec son résultat sur notre tissu industriel français. Sur la question de l'électrification, vous avez dit qu'effectivement la concurrence internationale, elle est toujours plus exacerbée, avec la Chine qui tient la première place sur ce marché. Mais si elle a pris une longueur d'avance très significative sur l'Europe, c'est d'abord parce qu'elle a su construire, elle, une chaîne de valeur sur le long terme, sur l'électrique, avec une stratégie industrielle et de filière de long terme qui a tant manqué au niveau européen et au niveau national. J'en viens au soutien public à la filière. Depuis 2020, 8 milliards d'euros en aide, en soutien direct dans notre pays, 9,4 milliards en soutien à la demande. Et pourtant, l'électrification du parc ne progresse que lentement. Le parc roulant français reste très majoritairement thermique. Et il en résulte un risque bien identifié, c'est celui d'une électrification du parc qui ne soit pas synonyme de réindustrialisation dans notre pays, mais au contraire, vous l'avez abordé d'ailleurs, avec une perte d'emploi et de savoir-faire industriel. Alors ma première question, comment expliquez-vous le décalage persistant entre l'ampleur des soutiens publics dont a bénéficié la filière et les constructeurs et ce retard observé en matière de production de véhicules électriques accessibles et de relocalisation de la chaîne de valeur en France? N'est-ce pas d'abord lié à la stratégie des constructeurs depuis 20 ans, celle d'une stratégie de marge unitaire, de rentabilité et de sous-investissement dans la recherche-développement dans l'électrique? Deuxième question, vous l'avez dit aussi, le véhicule électrique reste trop cher pour une majorité de nos concitoyens, trop peu accessible, et on a besoin d'avoir une stratégie pour avoir une production en masse de petits véhicules électriques abordables pour l'ensemble de nos concitoyens. Je dis ça d'ailleurs parce que l'ensemble des représentants syndicaux des constructeurs, ça fait très longtemps qu'ils demandent cette stratégie. Donc je me réjouis que ce soit la vôtre aujourd'hui. Mais est-ce que vous considérez que les dispositifs actuels de soutien à la demande, en particulier le leasing social, sont à la hauteur des enjeux? Et d'autres outils vous paraissent-ils nécessaires, notamment pour l'électrification rapide des flottes d'entreprises qui sont demain le marché de l'occasion accessible au plus grand nombre? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Quicano. Merci, monsieur le député, pour votre question. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que, en fait, tant qu'il n'y a pas de demande, il ne peut pas y avoir de production, une production soutenue. Donc, en fait, le nerf de la guerre, c'est quand même le fait que si on veut vendre des voitures électriques, il faut que nos clients souhaitent en acheter. Donc, c'est pour ça que je pense que malgré les soutiens de l'État, qui, comme vous l'avez dit, ont été très importants, ils n'ont pas permis pour le moment, enfin en tout cas on voit que c'est en train de changer, il faut être honnête, mais on voit que en tout cas pour le moment ça n'a pas produit les effets escomptés. Et donc j'en viens à la réponse à votre deuxième question. Oui, nous soutenons fortement le leasing social, puisque nous pensons en effet, l'année dernière Stellantis a fait 50% de part de marché du leasing social, donc nous pensons en effet que c'est un bon moyen d'ouvrir l'accessibilité aux classes moyennes et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture électrique, avec en effet, et je reviens un peu sur ce que vous disiez, Madame la Ministre, mais la question du kilométrage, en effet, est importante, parce qu'en effet, parfois, on refuse dans nos concessions pour le leasing social des personnes qui habitent qu'à 13 km de leur lieu de travail au lieu de 15. Bon, c'est vrai que c'est le principe d'un seuil, mais c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc oui, nous soutenons évidemment le leasing social, le bonus écologique, tout ce qui pourra soutenir la demande, c'est une bonne chose, et nous pensons en effet c'est ce qui permettra que la production ensuite suive. Monsieur Aragon. Merci monsieur le député pour votre question. Moi, je vais me répéter un peu, mais
Aujourd'hui, je pense que quand on est en France et qu'on est client, on est clairement incité à acheter électrique. Et malgré tout, le marché automobile ne cesse de baisser, que ce soit pour les ventes à particuliers ou pour les ventes aux entreprises. Ce qui montre, à mon sens, une inadéquation entre la demande et l'offre. C'est-à-dire qu'il y a sûrement une partie de la population qui ne veut pas encore rouler en électrique aujourd'hui parce que leurs besoins sont différents, quel que soit leur choix. Et c'est pour ça que nous, Toyota, notre stratégie, c'est multitechnologie. C'est de l'électrique, oui, il y a une demande à un certain niveau, mais il y a aussi des clients qui ne souhaitent pas rouler en électrique. Et moi, je suis en contact de clients toute la journée dans mes fonctions, et il y a beaucoup de clients qui nous disent l'électrique, oui, mais pas tout de suite, ou pas pour ma voiture principale, ou pas pour ma société, ou ainsi de suite. Voilà. Merci. Monsieur Cheng. Oui, merci Monsieur le député pour votre question. Effectivement, les niveaux de vente de véhicules électriques ne sont pas là où on les attendait il y a quelques années. Pour autant, on était en France l'année dernière, sauf erreur de ma part, à 20% de part de marché, contre 17% au niveau européen, ce qui veut dire que la France est en avance, et je pense que cette part de marché-là, elle sera plus importante cette année. Donc, il faut quand même souligner que la France a été assez précurseur sur un certain nombre de politiques. Je pense au verdissement des flottes. C'est quand même une politique qui est mise en place depuis un certain temps en France, alors qu'il a été modifié plusieurs fois, et maintenant, il faudrait effectivement que d'autres pays européens s'en emparent et une réglementation au niveau européen sur le sujet. Je pense aussi aux bornes. Il y a, je crois, 185 000 points de charge ouverts au public. C'est une politique quand même de long terme. Évidemment, il reste les problèmes, on en a beaucoup parlé, d'accessibilité du véhicule électrique, du prix des batteries et de localisation d'une chaîne de valeur. La chaîne de valeur des batteries, c'est de la chimie. Elle n'est pas en Chine parce que les constructeurs automobiles l'ont décidé. Ça existe depuis plus longtemps que le véhicule électrique. Donc il y a un enjeu à créer une nouvelle chaîne de valeur qui, honnêtement, pour l'instant, n'existait pas en Europe. Il faut qu'elle soit compétitive. Encore une fois, pour éviter que le prix des véhicules électriques continue à augmenter. Et donc, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu de, par exemple, le raffinage des métaux. Le raffinage des métaux, c'est aussi ça qui permettra de recycler les batteries. Donc, il y a un vrai enjeu à développer une chaîne de valeur, et ça, évidemment, ça veut dire reconstituer une filière. Sur les aides, nous sommes assez favorables pour des aides pour les clients, pour les usagers, qui soient complémentaires. C'est-à-dire que le leasing social s'adresse effectivement à une certaine partie de la population, et c'est très utile. Le gouvernement a annoncé 2 aides complémentaires, une pour les gros rouleurs de certaines professions qui nous paraissent aussi une bonne idée, et puis une aide sur les véhicules utilitaires pour les petites entreprises. Vous savez que les petites entreprises ne sont pas concernées par le verdissement des flottes. Et donc, ça nous paraît important qu'elles aient une incitation. Et je peux vous dire que pour Renault, nous produisons tous nos véhicules électriques, tous nos véhicules utilitaires en France. C'est 3 usines, dont Sandouville au port du Havre, que Madame la députée connaît bien. Et c'est un enjeu très important aussi qu'il y ait un soutien, parce que c'est pareil, il y a un surcoût aussi sur les véhicules utilitaires, qu'il y ait un soutien ciblé sur certaines petites entreprises pour les aider à électrifier aussi. Parce que pour le coup, ça, la trajectoire d'électrification des véhicules utilitaires, c'est vrai pour tous les constructeurs, elle est assez loin des objectifs initiaux. Merci beaucoup. J'ai 4 orateurs inscrits. Monsieur Tivoli, Madame Pannier-Runacher, Monsieur Loubet et Madame Brulebois. J'ai Monsieur Brugerolles, Monsieur Buchou. Eh bien, je cède d'abord la parole. Alors, je vais les prendre par 3. Je cède la parole à Monsieur Tivoli. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons beaucoup de transition, d'innovation, de décarbonation, et ces objectifs sont évidemment légitimes. Mais sur le terrain, une réalité s'impose. Vous faites l'objet de pressions sans précédent entre normes toujours plus exigeantes, des coûts de production en hausse et une concurrence internationale et notamment chinoise qui bénéficie de conditions bien plus favorables. L'équilibre devient de plus en plus fragile. Dès lors, ma question est simple. Est-ce que la stratégie actuelle de l'Union européenne protège réellement notre industrie automobile ou est-elle en train progressivement d'en organiser l'affaiblissement face à la concurrence mondiale? Et surtout, selon vous, où doit-on corriger le cap en priorité? Je vous remercie. Merci, Monsieur Tivoli. Madame Pannier-Runacher. Merci beaucoup. 4 questions. 1. Confirmez-vous que le coût d'usage du véhicule électrique est inférieur désormais pour les petites cylindrées au coût du thermique comme l'indique i4CE? 2. Quel regard portez-vous sur la vallée européenne de la batterie? Y a-t-il un équivalent en Europe? Quelles sont vos recommandations pour qu'elle continue à se développer? 3. À quand un véhicule électrique à Valenciennes?
Et 4, vous avez mentionné des soutiens aux véhicules d'occasion. Il se trouve qu'entre 2022 et 2024, vous y étiez opposé. Pourquoi et que recommandez-vous aujourd'hui ? Merci Madame la Ministre. Monsieur Brugerolles. Oui, 2 ou 3 questions. D'abord, j'aurais voulu vous entendre sur la question du transfert de technologie sur la chaîne de valeur des batteries. On a vu notamment qu'il y a eu des engagements pour reconstruire cette chaîne de valeur en France, mais il y a quand même des erreurs de choix, y compris sur la chimie des batteries. Je pense notamment entre la chimie NMC et LFP. Aujourd'hui, ça fait partie des conditions pour un petit véhicule électrique accessible de basculer sur des chimies qui sont moins onéreuses. Je voulais vous entendre là-dessus, savoir s'il y avait une réflexion qui était conduite là-dessus. Deuxième question sur peut-être pour Monsieur Aragon. Vous avez dit que votre ennemi c'était le carbone, etc. Moi je suis assez dubitatif sur votre analyse du fait que, en termes de bilan carbone, le véhicule hybride rechargeable et le véhicule hybride soient quasiment aussi performants et permettent une réelle décarbonation. Moi je pense que c'est tout le contraire. Et donc comment allez-vous tenir vos engagements européens à moyen terme avec une stratégie que vous ne voulez pas changer visiblement ? Je vous propose de répondre à ces 3 premières questions. Monsieur Aragon. Merci, monsieur le député, pour votre question, pour l'ensemble de vos questions. Je vais commencer par la première question. Nous, notre conviction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on part d'un existant. On ne part pas d'une feuille blanche. Et donc, il y a un parc aujourd'hui. Et le parc, il est fait essentiellement de véhicules essence et diesel, majoritairement, et que si on veut décarboner le parc, la solution c'est l'accessibilité, et aujourd'hui on le voit, et c'était quand même le sujet de la commission aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie accessibilité aujourd'hui pour les véhicules électriques et pour le français pour pouvoir acheter un véhicule électrique. Les premiers véhicules accessibles arrivent seulement maintenant. Donc nous, notre enjeu, c'est clairement décarbonation à travers des émissions de CO2 nettement plus faibles que ce que le parc est aujourd'hui, avec des véhicules accessibles tels que l'hybride sur les petits véhicules. Ça peut être des hybrides rechargeables, et encore une fois, on n'est pas du tout contre l'électrique. On développe des véhicules électriques, on lance 6 véhicules électriques cette année sur le territoire français. Donc on n'est pas du tout contre. C'est juste qu'on est convaincu qu'il y a un usage, et que si on ne propose pas à nos clients le bon usage avec le bon véhicule, le client ne change pas de véhicule. C'est ça le point. Et qu'on a beau avoir un véhicule électrique qui sera extrêmement performant d'un point de vue de décarbonation, si le client ne change pas et qu'il garde sa vieille voiture essence ou diesel, effet zéro. Voilà. Et puis, pour répondre à la question véhicule électrique à Valenciennes, je l'ai interprété pour Toyota, j'ai supposé. Évidemment, chez Toyota, on réfléchit tout le temps... Pardon ? Si la loi est maintenue, oui, sûrement. Mais on passe notre temps à réfléchir sur quel est le meilleur plan d'industrialisation dans l'ensemble de nos usines. On passe notre temps à investir dans nos usines. On investit en République tchèque, on investit dans d'autres usines pour la sortie d'usage des véhicules. Pour l'instant, il n'y a pas de plan pour le véhicule électrique à Valenciennes. Voilà. C'est dommage, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan. Merci à tous pour vos questions. Pour répondre à la question de Monsieur Tivoli, est-ce que l'Union européenne protège l'industrie automobile ? Ce qui est certain, c'est que la réglementation telle qu'elle est actuellement ne nous protège pas de la concurrence, notamment des constructeurs asiatiques, puisque, comme vous le savez, ils ont une avance technologique et commerciale très importante sur le véhicule électrique. Donc c'est pour ça que nous demandons des protections, évidemment, à l'entrée de l'Union européenne, mais également avec le Made in Europe, pour favoriser les constructeurs européens. S'agissant aussi je voulais répondre, monsieur le député, à votre question sur la chaîne de valeur des batteries et la différence entre la chimie NMC et LFP. Il faut savoir que c'est pas les mêmes usages. La chimie NMC, enfin les batteries NMC sont en grande majorité, voire exclusivement utilisées pour ce qu'on appelle nos longues range, c'est-à-dire nos voitures avec une grande autonomie, jusqu'à 700 km et les batteries LFP sont en effet pour les plus petites voitures avec des
des autonomies qui sont plus faibles. Donc nous pensons que ce sont deux chimies qui sont complémentaires et qu'on a besoin d'avoir des gigafactories sur ces deux chimies. Donc nous avons ACC dans le Pas-de-Calais qui se concentre sur la chimie NMC, mais évidemment nous travaillons pour avoir d'autres gigafactories avec cette chimie LFP qui est en effet indispensable. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Sur la stratégie de l'Union européenne, on voit quand même qu'il y a des grands changements qui s'opèrent en Union européenne. Je ne veux pas non plus vous laisser croire que rien n'a changé. Évidemment, on voit bien qu'il y a une prise de conscience qui est très importante au niveau de l'Union, et la France n'y est pas pour rien, elle a quand même été très active dans cette politique. Maintenant, évidemment, on a besoin que ça aille vite dans ce changement. Sur l'automotive package, sur l'IA, etc. Il y a des grands enjeux. Et il y a des grands enjeux pour que ces nouvelles réglementations soutiennent vraiment les industriels européens. Et il y a un enjeu aussi à ce qu'elles soient mises en cohérence, hein, c'est un des sujets dont je parlais tout à l'heure, et à ce qu'elles soient traitées rapidement par les instances Union européenne. Sur ce barbarisme qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire est-ce que ça vous coûte plus cher d'acheter et d'utiliser un véhicule électrique ou un véhicule thermique? Effectivement, le TCO est maintenant, ça dépend des véhicules, ça dépend des segments, etc., mais parfois inférieur aux véhicules thermiques, à condition qu'ils soient aidés. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, et d'ailleurs, on voit avec la crise du Moyen-Orient qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt des Français et plus largement en Union européenne, il y a un intérêt des Européens pour le véhicule électrique à la fois en occasion et en véhicule neuf. Le marché de l'occasion, vous en avez parlé, ça va être un grand sujet parce que il faut absolument que ce marché se porte bien là aussi pour que le marché des véhicules neufs se porte bien également. La création d'un marché d'occasion est extrêmement important pour démocratiser le véhicule électrique et donc je pense que ça va être un sujet de réflexion. Alors je n'ai pas la solution là toute faite, mais je pense que aider effectivement à acquérir des véhicules d'occasion sera un enjeu intéressant. Merci. J'ai encore 4 inscrits. Monsieur Lardit. Pardon. Oui. Oui. Après. Oui, sur ACC en particulier, j'avais un petit peu répondu tout à l'heure. Nous saluons l'annonce du battery booster qui a été faite par la Commission le 16 décembre dernier et nous espérons vraiment que cette enveloppe va être consacrée évidemment pour la vallée européenne de la batterie en France et qu'on aura une grosse enveloppe notamment pour ACC. Pardon pour l'oubli de la question. Pour Renault, donc les programmes de Renault alimentent 2 gigafactories en France, Vercors pour des véhicules plutôt haut de gamme comme les Alpines ou des véhicules utilitaires qui ont besoin d'une efficacité énergétique importante à Dunkerque, et donc AESC Envision à Douai pour nos véhicules R5, R4, etc. On sait que globalement, le sujet des gigafactories, c'est le ramp-up, donc c'est la montée en cadence, donc c'est le grand enjeu pour les gigafactories en règle générale en Europe. Et là, je parle plus largement que la vallée européenne de la batterie. Et donc c'est le grand enjeu aussi en France, c'est une montée en cadence qui se fasse pour suivre effectivement quand même un marché de l'électrique qui prend de l'importance. Monsieur Lardit. Oui, une question très, très ponctuelle. Vous avez beaucoup parlé effectivement des effets prix des contraintes réglementaires imposées par l'Europe. Moi, j'aimerais vous poser une question concernant les compagnies d'assurance, dont on sait qu'elles ont un pouvoir quasi réglementaire à certains moments, à partir du moment où elles peuvent refuser, ou en tout cas accepter sous condition d'assurer un véhicule. Je pense par exemple au système coûteux, je le sais, de freinage ou d'évitement automatique des accidents, sur lesquels de nombreux automobilistes se sont confrontés aujourd'hui, lorsqu'ils souhaitent les désactiver sur leur véhicule, à des messages qui sont assez inquiétants sur la responsabilité vis-à-vis des assurances. Globalement, je donne juste cet exemple-là, mais est-ce que vous avez le sentiment que les stratégies d'évitement des assurances, en tout cas de couverture des assurances pour éviter les accidents, ont un impact aujourd'hui sur le prix des automobiles également? Merci. Monsieur Loubet. Merci, Monsieur le Président. J'aurais 2 questions précises sur la définition du Made in Europe proposée par la Commission européenne dans le cadre de sa loi d'accélération industrielle.
Ma première question porte sur le taux retenu du Made in Europe. Elle impose 70% de contenu européen par véhicule hors batterie. Est-ce que ce taux vous semble suffisant, réaliste, et est-ce que vous avez analysé les surcoûts qu'il peut représenter? Ma seconde question porte sur une inquiétude, à savoir la définition géographique retenue par le Made in Europe, puisqu'elle ne garantit pas une production en Europe. Elle inclut des pays tiers comme la Turquie, le Vietnam ou encore la Corée du Sud, bientôt le Brésil et l'Argentine, étant donné que les contenus originaires de pays tiers avec lesquels l'UE a contracté des unions douanières ou des accords de libre-échange seront considérés comme Made in Europe. Par conséquent, ce périmètre géographique retenu vous semble-t-il viable? Ne va-t-il pas à terme inciter des délocalisations européennes dans ces pays tiers qui ont des concurrences, des exigences sociales et environnementales inférieures? Merci. Madame Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les constructeurs, vous l'avez dit, c'est un enjeu de créer une nouvelle chaîne de valeur en Europe et les batteries sont au cœur de cette ambition de souveraineté européenne. Mais actuellement, les acteurs, les gigafactories, dans le souci de réduire leurs coûts, s'approvisionnent en Chine. L'Europe a réagi avec l'Industrial Material Act. Elle a fait une liste de matériaux critiques à l'initiative de Stéphane Séjourné. Moi, j'ai une question sur la fourniture de polyfluorure de vinylidène, le PVDF, liant indispensable aux batteries. Syensqo, une entreprise française, est capable de fournir complètement pour toutes nos gigafactories ce liant indispensable. Et donc, est-ce que vous défendez ce projet qui représente des centaines d'emplois dans nos territoires, une production locale, et donc qui ferait en sorte que l'argent de l'État mis pour l'achat de voitures électriques revienne à l'emploi en France? Merci, Madame la députée. Monsieur Cheng, sur ces trois questions. Alors, sur la dernière, je me permettrai de vous revenir parce que je n'ai pas les éléments, mais je vous remercie en tout cas de nous souligner cette solution française. Voilà, exactement. Donc, je changerai vos coordonnées. En tout cas, on est très preneur de connaître cette solution et puis je vous répondrai. Sur le Made in Europe, effectivement, l'IAA tel qu'il a été présenté, c'est un document qui est complexe. Donc c'est un document qui va être affiné, etc., qui nécessite encore pas mal d'analyse. Il y a une disposition qui est intéressante dans l'IA, c'est aussi d'avoir des mécanismes par flotte. C'est-à-dire que vos véhicules doivent respecter des taux de contenu local, mais on considère que si vous avez un pourcentage important de votre flotte qui respecte la réglementation, on considère que les véhicules que vous avez vendus, en règle générale, l'ont respecté. C'est une disposition qui, pour nous, est importante parce que votre taux de contenu local, il peut varier selon des ruptures d'approvisionnement, des choses comme ça. Et donc, il faut qu'on ait une certaine flexibilité. Et je pense qu'il faut avoir aussi quelque chose qui soit, à construire finement avec les pays tiers. Parce que effectivement, il faut éviter que des pays aux marges de l'Europe puissent être utilisés par des constructeurs extra-européens et notamment asiatiques pour ouvrir de nouvelles usines et importer en Europe. Et en même temps, il ne faut peut-être pas se fermer de pays voisins de l'Europe qui ont aussi des matières premières importantes. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à construire là aussi finement. Monsieur Aragon. Merci pour vos questions. Je vais essayer de répondre à la première sur la partie assurance. C'est une question assez technique. Néanmoins, nous, chez Toyota, en fait, on a décidé d'introduire notre propre compagnie d'assurance sur le territoire français et même en Europe. Donc, on a une captive qui s'appelle Toyota Assurance et dans laquelle on essaie, pour baisser le coût de l'assurance, de lier évidemment à la technologie des véhicules et donc d'essayer selon la technologie de nos véhicules, d'avoir des coûts d'assurance pour le client de plus en plus faibles. Voilà, mais c'est pas une réponse exacte par rapport à votre question, mais c'est en tout cas notre stratégie autour de ça. Et après, concernant la question sur le Made in Europe, concernant Toyota, nous, il y a une analyse profonde qui est en train d'être faite en ce moment avec nos 8 sites de production pour voir quel est le contenu exact et qui nous permettrait d'avancer sereinement dans le futur pour continuer à investir en Europe. Voilà. Oui, monsieur le député, sur votre question sur l'IA, donc comme ça a déjà été dit, c'est quand même un texte qui est très très dense et donc qui, là aussi chez nous, est en train d'être analysé.
première vue, sur la question du 70%, la première alerte qu'on fait, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit qu'on crée un monstre administratif avec ces 70% et qu'on ait besoin de fournir des certificats d'origine pour même les plus petites pièces. C'est notre première crainte. Et ensuite sur la question des ce qu'on appelle les FTA, c'est-à-dire des traités de libre-échange et les pays qui bénéficient des traités de libre-échange avec l'Union européenne, là aussi nous sommes un peu dubitatifs puisque, comme vous l'avez dit, ça pourrait compromettre l'exigence même du Made in Europe, donc nous sommes très vigilants sur ce point. Voilà, ça c'est pour la première question. Et la question, Madame la députée, sur Syensqo, j'ai pas de réponse précise à vous apporter, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous regardons vraiment de manière très précise ce qui est fait en France. Il y a plusieurs usines qui sont en train d'être recréées. Je pense à Carester, je pense à Syensqo justement, MagResources également. Et ça fait évidemment partie de notre stratégie d'aller voir ce que nous pouvons faire avec ces usines, même si pour le moment, j'ai rien de concret à vous dire. Monsieur Le Seul. Merci Président. Je voudrais juste brièvement revenir sur deux points que vous avez évoqués. L'un concernant le marché de l'occasion. Confirmez-vous que vous souhaiteriez étendre les obligations faites aux entreprises de plus de 100 véhicules, d'avoir un renouvellement de leur parc soit accéléré en véhicules électriques, soit de baisser le seuil de 100 véhicules à 50 véhicules, par exemple, comme ça avait été proposé par certains. Et puis, est-ce que vous confirmez que vous voulez aussi développer les aides spécifiques à l'occasion? Et deuxième point, vous avez évoqué, et je reprends votre formulation, comprendre la tarification pour les recharges électriques. Alors, est-ce qu'il faut bien que ce soit aux consommateurs de comprendre la tarification, ou est-ce qu'il ne faut pas que la tarification soit claire, transparente et lisible pour tout le monde? Je vous remercie de vos réponses. Monsieur Buchou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse plus particulièrement à Monsieur Cheng. Pardon, Madame et Monsieur. Suite aux annonces d'hier et à la réponse faite à ma collègue tout à l'heure, Louise Morel, je souhaite mieux comprendre ce qui se cache derrière votre propos. Nous menons une réflexion à l'échelle mondiale au sujet de l'ingénierie. Et quelles menaces cela fait peser sur votre site de Guyancourt, nonobstant évidemment les éléments que vous avez rappelés tout à l'heure sur le cycle d'ingénierie, le pas de temps qui passe du simple au double entre la Chine et la France. Merci beaucoup. Monsieur Cheng. Oui, sur la question de Monsieur Le Seul, donc baisser le seuil, augmenter l'ambition. Alors, le sujet, c'est qu'il faut avoir quelque chose qui soit progressif pour ne pas non plus trop baisser le marché. C'est toujours notre enjeu, c'est à la fois d'avoir des ambitions importantes pour électrifier, sans non plus que ça soit une atteinte importante au marché. Il ne faut pas empêcher les flottes qu'elles arrêtent de renouveler leur parc parce que ça deviendra trop cher. Alors, diminuer sous le seuil de 100 véhicules, ça peut être une option, mais ça veut dire de le faire très progressivement. Bon. Là, le gouvernement a mis en place plutôt une logique d'aide pour les petites entreprises, etc., pour acheter des véhicules utilitaires électriques. Ça nous a semblé être une perspective intéressante. Donc, sur l'ingénierie, comme vous imaginez, on va avoir des discussions avec les partenaires sociaux, etc., qui pour l'instant doivent être faites. Et donc, j'ai peu de réponses à vous apporter. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été, je pense, le plus clair possible sur le fait qu'on avait une concurrence de l'ingénierie très importante. Et on alerte sur le sujet depuis quelques temps. Et je pense que dans notre groupe, tout le monde en est conscient, parce qu'on voit bien que régulièrement, vous avez des composants qui n'existent sur étagère qu'en Asie parce que ils sont conçus plus vite là-bas et que nous, quand on en a besoin, c'est là-bas qu'ils existent. Donc il y a un enjeu à accélérer notre industrialisation. Ce qui a été effectivement annoncé hier dans un comité interne du groupe, vendredi je crois, c'est qu'on allait vers une réduction du nombre de postes au niveau mondial estimé d'ingénieurs, entre 15 et 20%, à horizon de 2 ans. Ça concernera, donc, comme je l'ai dit, des postes, ça ne concerne pas du tout nos postes en usine industrielle, c'est uniquement les ingénieurs. Donc nous avons 100 000 salariés dans le monde, 12 000 ingénieurs dans le monde, donc ça représenterait de 1600 à un peu plus de 2000 postes au niveau mondial. Non.
Ce que je peux vous dire, c'est que on a beaucoup investi au technocentre pour en faire notre centre névralgique. On a aujourd'hui des équipements qui sont de pointe, des simulateurs, un centre de design extrêmement avancé, qui évidemment, à la fois ces compétences-là et ces outils, ils sont en France et pour certains en France uniquement. Et donc le technocentre restera notre cœur de développement. Madame Kikano. Pardon. Oui, monsieur le député, sur la question de l'aide aux véhicules d'occasion, nous y sommes favorables parce qu'en fait, nous pensons que aider la vente des véhicules d'occasion, ça participe de la vente des véhicules neufs. Donc oui, nous sommes favorables aux aides pour les véhicules d'occasion. Pour vous donner une raison principale, c'est que quand vous avez un concessionnaire qui a des véhicules d'occasion, et je parle surtout des véhicules d'occasion électriques et des véhicules neufs électriques, il va d'abord essayer de vendre ces véhicules d'occasion électriques. Donc pour nous, favoriser, si vous voulez, la vente de ces véhicules permet, pour parler trivialement, un peu une sorte de déstockage qui permet ensuite de favoriser la vente de véhicules neufs. Et nous avons d'ailleurs une proposition dont nous avions fait part à la ministre de la Transition écologique, Madame Barbu, qui était d'encourager la mise au rebut de véhicules thermiques, les plus anciens et les plus émetteurs, en aidant les ménages via un dispositif C2E à accéder à un véhicule électrique d'occasion récent. Voilà, donc qui proviendrait de flotte ou du leasing principalement, et cela soutiendrait indirectement les ventes de véhicules neufs, tout en soutenant la dynamique du marché du véhicule électrique. Donc voilà, sur l'occasion, nous avons une position qui est assez claire, oui. Et Monsieur Aragon. Merci pour votre question. Je vais répondre aussi sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, le marché de l'occasion, c'est un marché qui est 3 fois plus gros que le marché du véhicule neuf en France. Et c'est la première accessibilité pour un client avec un faible budget d'aller acheter un véhicule. Ça reste un endroit clé pour l'accessibilité. Donc aide pour les véhicules d'occasion, oui. Après, ça dépend sous quelles conditions et pour quels objectifs. Mais si l'objectif c'est de décarboner le parc, je pense que oui, c'est une bonne direction. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Madame Brulbois, vous aviez une redite. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai oublié une précision. Merci messieurs les constructeurs pour votre intérêt pour nos emplois du secteur automobile en France. J'ai oublié de préciser que pour Syensqo, c'est 500 emplois qui sont sur la sellette. C'est un savoir-faire chimique d'exception qui pourrait disparaître. Et c'est aussi un investissement de 300 millions d'euros de l'entreprise, soutenu fortement par l'État et par la ministre Madame Agnès Pannier-Runacher qui était venue soutenir cette filière PVDF. Merci Mme Brulbois pour ce rajout. Bien, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette audition qui a été très intéressante. Je vous remercie pour la qualité à la fois des questions et des réponses que vous avez bien voulu apporter aux collègues de la commission. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour poursuivre ces échanges et sommes toujours preneurs d'éléments d'actualité concernant vos groupes et entreprises respectives. Nous allons continuer, chers collègues, dans 5 minutes avec une autre audition, toujours une table ronde consacrée à la filière automobile avec des représentants des équipementiers et sous-traitants. Je clôture la session pendant quelques minutes. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.